Salut et bienvenue sur Longint, je suis Tix le Geek et dans cet épisode j'accueille Le Finnois, aka Denis Bodor. C'est le directeur de la rédaction chez les éditions Diamond, il est le rédacteur en chef de Hackable et de GNU Linux Mac France et de Open Silicium en son temps. Le concept c'est de parler des humains derrière les hackers et les nerds avec des questions ouvertes qui n'ont pas de rapport direct avec le hacking et on s'interdit rien, on papote. Alors, il va y avoir une interview par semaine, alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, mettez la cloche, et partagez tout autour de vous. Racontez vos anecdotes dans les commentaires, qui vous voudriez voir dans l'émission, et tout ce que vous voulez, parce que c'est bon pour le référencement. Asseyez-vous confortablement, et on retrouve tout de suite le Finnois sur Longint. Ça enregistre. Alors du coup, salut, toi c'est le Finnois, plus connu sous le nom de Denis Bodor, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors du coup, t'as une grosse empreinte dans le monde de la bidouille, de la tech, de la cybersécurité même. Et est-ce que tu veux te présenter? Donc, comme tu l'as dit, Denis Bodor, je suis rédacteur en chef de Linux Magazine et d'un autre magazine d'électronique qui s'appelle Hackable. Et je fais ça depuis 98, septembre 98, c'est le tout premier numéro de Linux Magazine. Hmm. Et j'ai. Alors, l'histoire, comment je suis arrivé là-dedans, c'est assez rigolo. Je travaillais chez Pearl Diffusion tout à l'origine. Oh. J'ai eu que deux boulots dans ma vie, hein. J'ai travaillé chez Pearl Diffusion où j'étais en BTS en alternance et ensuite j'ai été embauché pour faire un truc absolument horrible qui s'appelle de l'assistance technique. Donc tu réponds à des gens qui n'arrivent pas à faire marcher leur scanner ou leur carte son. Et l'entreprise était encore relativement petite à l'époque, je crois qu'on était moins de 10. Donc tout le monde s'occupait du boulot de tout le monde. Et moi j'avais vu débarquer Linux en 95 avec un premier CD Yggdrasil. Et je tannais le gérant pour qu'il y ait Linux au catalogue. Ah, il y a des CD, il faut mettre des CD, etc. Et on a pris contact avec Joël Bernier des Logiciels du Soleil, Hmm. qui faisait une version française de Slackware qui s'appelait Keops, je crois. Et c'est arrivé au catalogue. On avait des CD de Keops, même des Red Hat traduites en français, et ce genre de choses. Oh. Et de fil en aiguille, comme dans les mêmes locaux, il y avait déjà Diamant d'édition pour faire les magazines. En fait, le gérant de Pearl et le gérant de Diamond, c'était des amis d'enfance, et se sont séparés depuis, Ok. divergence d'opinion. Et je suis passé d'une boîte à l'autre, parce qu'à l'époque, Diamond Edition faisait des magazines qui s'appelaient Presque Offerts. C'était des versions, par exemple, quand CorelDRAW 5 est sorti, le magazine intégrait un CD avec CorelDRAW 4, et tu pouvais faire la mise à jour vers le 5, tu sais, à tarif réduit. Et du coup, voilà, c'était l'époque où tu avais des magazines avec des logiciels en version complète, proprio, hein, bien sûr, à l'époque. Et les gens l'achetaient pour pouvoir faire la mise à jour moins cher que d'acheter la dernière version. Et c'était un business qui marchait. C'est juste que quand Internet est arrivé, les CD, c'était de moins en moins à la mode. Puis surtout, il y avait le piratage et tout le reste. Et du coup, c'est là que l'éditeur est passé sur une version plus rédactionnelle, tu vois, plus expliquer des choses plutôt que de servir de manuel au soft qui était sur le CD. Et on a sorti le tout premier Linux Magazine qui était sur un papier, le même papier que pour emballer le pain en fait. Tout léger, tout pourri, ça a marché. Et puis voilà, en janvier 99, j'ai été embauché, j'ai démissionné d'une boîte pour aller dans l'autre. Et puis j'y suis depuis quoi. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors ouais, 98, c'était il y a quand même un paquet de temps, donc du coup on peut dire que tu... Non, c'était. Attends, c'était il y a 3 ans. 3 ans. Oui, oui, bah, je compte pareil, donc du coup c'est bien. Du coup, je te le disais tout à l'heure, moi, je suis méga fan parce que Open Silicium, pour moi, c'était ma bible quand j'étais plus jeune. Et c'est un peu ça qui m'a mis dans toute la partie, d'abord embarqué, puis après cybersécurité, etc. Donc du coup, je suis vraiment ravi de t'avoir dans l'émission. Euh, Tout le plaisir pour moi. bon, eh bien, ravi. Et est-ce que tu te souviens de ta première machine? Ouais, c'était un Commodore 64, un C64C. Donc pas la version, la toute vieille version, tu sais, brune, enfin beige, la U Chapin. Ouais. Celle qui était beige clair, qui ressemblait un peu à un Amiga,
mais c'était une des dernières versions du Commodore 64 que mon père avait acheté chez Tandy. Je sais pas s'il y a encore, là, ça classe définitivement dans la tranche d'âge, les magasins Tandy, où il y avait, et voilà. Par contre, bon, je faisais surtout jouer avec, j'ai fait du basique. Par contre, je me souviens que je l'utilisais pas souvent parce qu'il fallait forcément le brancher à la télé. Ah Et à oui. part la télé du salon, l'autre seule télé, c'était celle de ma sœur. Elle avait une petite télé radio, etc. Et j'étais obligé de négocier avec ma sœur pour pouvoir lui squatter sa mini télé et faire des trucs. Donc je l'ai pas utilisé excessivement non plus. C'était le lecteur de cassette à l'époque, hein. Ok, d'accord. Ah oui, alors Ça, je me souviens d'un truc. C'est clairement dans ma mémoire que ça va. Je vais sortir des noms et des machins qui datent mais des années 80. pour ceux Ma qui auront la ref. sœur avait écrasé ma cassette de Commodore 64 avec un album de AA. Oh là 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 là. Oh Et je là me là. souviens que ça avait frité, mais bien, quoi. Ah, mais est-ce que t'as réussi à passer au-dessus de ça avec le temps ou... Ah oui, 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 c'est Oh. juste que en fait ça marque parce que en fait c'est ma première perte de données, Eh oui, si tu réfléchis. oui, c'est vrai. Et t'avais pas À de cause backup? de AA. Eh ben non, à cause de AA, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que... Alors, c'est à la fois extrêmement triste, mais aussi très flamboyant, parce que du coup, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais c'était quand même AA, donc bon, ça va. Ça aurait pu être ABBA ou Claude François. Oui, oui, voilà. Gilbert Montagnier, ça aurait été. Ça m'aurait marqué, quoi. Fort bien, ok, d'accord. Et est-ce que t'as commencé à faire des blagues? Est-ce que t'as commencé à faire... Alors, quand je dis des blagues, c'est... parce que, bah, du coup, forcément, quand on commence à avoir un peu des compétences techniques, ça peut être un choix qui s'offre à nous de faire des blagues. Est-ce que t'es de ce genre-là? J'en ai fait, hein. C'était au lycée. Ouais, Donc en cursus, j'ai fait bon collège, etc. Je foutais rien en classe. Donc ça s'est fini en BEP, CAP, compta. d'accord. Ouais, je sais, ouais. Suivi d'un bac pro bureautique option comptabilité. La seule chose qui m'intéressait, c'était la partie bureautique avec les ordinateurs, etc. Et compagnie. Et ensuite, j'ai basculé sur un BTS informatique de gestion. Et je me souviens qu'au lycée, voilà, les autres, on avait une vague connaissance du système, c'était DOS à l'époque. Et il y a une nana que j'aimais bien dans la classe. On avait chacun dans les salles de TP, chacun notre poste. C'était toujours les mêmes qu'on utilisait. Et une fois, quand il y avait personne, j'ai édité l'autoexec.bat pour afficher à l'écran, juste avec des échos, tu sais, pour afficher ben, son prénom. Il s'appelait Auréa, et ça affichait Auréa, mais dès que tu bootes. Et donc, fallait l'arrêter avec un CTRL-C. Manque de bol, j'avais fait ça en fin d'après-midi. Le lendemain matin, tu te pointes au lycée, et puis il y a la conseillère d'éducation qui est dans la classe avec le prof principal, et la personne en charge, Madame Beaune, elle s'appelait, des salles informatiques. Oui, il y a eu un problème, il y a quelqu'un qui a saboté une installation et compagnie. Moi j'étais au fond de la classe, bon, bah, je lève la main, enfin, bon, je pense que vous vous doutez que c'est moi, quoi. Et puis je me suis retrouvé à faire quoi? J'avais 4 heures de colle, un truc comme ça. Ah Parce ouais. que c'était. Ah ouais, ouais. Oh. Pourtant, c'est plutôt mignon. Enfin, je veux dire, en vrai, il n'y a pas eu de... Y a pas eu de... Bah, c'était taquin, et même moi, avec le recul, je me dis, bah, t'es gentil, c'est un autoexec.bat. Bah Tu oui. fais CTRL-C, et puis tu passes outre, c'est pas la fin du monde. Mais. Et s'avère, tu sais, quand dans ce genre de truc, surtout à cette époque-là, la personne en charge de l'informatique n'était pas une informaticienne. Eh oui. C'était une prof de techno recyclée ou quelqu'un qui devait s'y coller. Et je pense qu'elle-même a pris ça, genre, oh, mon Dieu, on s'est fait pirater, quoi. Ouais, oui, C'était c'est vrai rien, que... c'était. Bah, c'est vrai Donc, qu'encore une fois, quand on est dedans, on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas mort d'homme. C'est vrai que si elle y connaît rien et que son but c'était de vérifier que tous les postes étaient toujours comme il fallait, bah, du coup, oui. elle a... Mais apparemment, en plus de ce que j'ai appris ensuite, j'ai eu vraiment pas de bol. Je crois que dans la salle, il y avait 16 PC. Elle en a allumé un, c'était celui-là, quoi. Oh, Pas de bol. bon, ok. Après les 4 heures de colle, si tu veux, j'ai surtout discuté avec, c'était, je sais plus, Monsieur Becker, un truc comme ça. C'était l'administrateur, pas administrateur au sens système, mais l'administrateur qui gère l'administratif. Oui, Et puis on a surtout tapé la discute pendant 4 heures, quoi. ok. C'était pas 4 heures de supplice non plus. Mais Bah ouais, oui. c'était une blague que
Et après, tu comprends que les blagues, si tout le monde n'a pas le même niveau d'humour et de compétence que toi, ça peut faire très peur et les gens réagissent de manière relativement bizarre quand ils ont peur. Oui, 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 bah, clairement. Et surtout quand ils se sentent vexés. Super anecdote, du coup. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec la justice ou pas? Non, pas de casier, pas attrapé. Très Ça bien. aurait pu, Ok. mais bah, il y a des trucs que tu fais qui sont pas forcément. Alors, c'était quoi? La première fois que j'ai emménagé, j'étais avec ma première copine et on avait une ligne téléphonique et deux PC. D'accord. Bah, avec un modem. Donc j'étais déjà en alternance chez Pearl, ils vendaient des modems. C'est les cartes ISA modem. Et puis là, tu tombes sur un soft pour faire du wardialing et t'appelles des numéros au hasard. Le PC appelle des numéros au hasard en espérant tomber sur bah, un modem en face. Et, bah, c'est pas. Je dirais pas que c'est illégal, mais j'ai quand même appelé un paquet de personnes. Ranger un paquet. Je pense qu'à l'époque, avec toute la tendance, tu sais, il y avait le côté méchant pirate, Dark Avenger et compagnie. C'était le début des virus, etc. Il y avait le petit côté. Il n'y avait pas encore les capuches, par contre. Les hoodies à capuche, c'était pas. C'était plus la période Kevin Mitnick, Wargame et compagnie. Et je pense que, ouais, c'est. Je dirais pas que c'est. Je pense pas qu'on m'aurait collé une amende ou un truc comme ça pour ça. Mais c'était un moment où, si j'avais continué là-dedans, ça aurait pu finir dans on va dire, du côté Black Hat. Ouais. Ah oui. Ok. Bah ouais, puis bon alors du coup je sais pas ce qu'il en était à l'époque, mais je crois que aujourd'hui, rien que faire un ping en broadcast, c'est déjà pas très bien vu. Donc Ouais. en fait finalement, c'est ce qu'on a Je- dit. Il faudrait Oui. que je regarde exactement au niveau du timing quand c'était et s'il y avait déjà des lois en France pour les accès frauduleux au système informatisé ou si c'était arrivé après. Mais je pense que c'était à peu près la période de ce genre de choses. Période de transition où ils ont peut-être commencé à faire des lois après en se disant on sait pas trop ce qui se passe, mais on va faire en sorte de contrôler le maximum quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ah, ça aussi c'est une super anecdote du coup. Par contre, je suis persuadé que j'ai une fiche à la DGSI. Ah Ça, oui? j'en suis sûr. Ouais. Alors, je sais plus qui a fait une série de posts sur son blog à propos d'un mec qui s'appelait Le Concombre. Il D'accord. s'appelait Jean-Bernard Condat, qui avait monté, soi-disant, le Chaos Computer Club France. C'était l'équivalent du CCC allemand en France. Et le mec, en fait, il bossait pour les RG. Ah mais j'ai vu, C'est que... il s'était fait interviewer à la télé je crois, et il s'était Oui, fait oui, griller bah, ses il faisait couvertures ça. comme ça. Et le but du jeu, c'était de passer pour le CCC français et de surveiller les petits gars qui essayaient de pirater des systèmes, etc. Et en fait, moi, j'ai échangé avec ce gars-là. Il m'a même envoyé des cartes postales avec sa tronche dessus. Je dois encore les avoir quelque part au grenier. Et j'ai des courriers. Et effectivement, le mec tamponnait, avait du papier en tête, Chaos Computer Club France. Et j'avais échangé deux, trois courriers avec lui. Donc, si effectivement le gars en question était un mec des RG et qui faisait des fiches, je dois sûrement avoir une vieille fiche, tu sais, toute jaune dans un classeur planqué quelque part à Paris. Ok, d'accord. Genre Denis Baudor, fichier S directement. Ok, ok. Et alors du coup, comme a priori t'as un métier qui est à la fois de la rédaction et peut-être aussi un peu créatif, en plus de tout ce que tu fais en termes matériels, tu utilises plutôt quel OS? Euh, c'est Temple OS en fait. Ah, d'accord, très bien. Oui, oui, je programme exclusivement au lycée. Non, la quasi-totalité de mes machines, enfin mes machines, il n'y a pas tant que ça, c'est surtout du Linux. Et c'est vrai que ça fait à peu près, sérieusement, 1 an et demi, 2 ans que je suis obsédé de FreeBSD et OpenBSD. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un rapport avec Emile ou pas? Emil, c'est NetBSD. C'est vrai qu'on avait fait des hors-séries BSD avec GCU Squad et donc Emil, etc. Ça date d'avant. J'étais curieux de ces systèmes-là, mais j'avais pas compris. Ce qui m'a poussé vers ces systèmes, on parlait d'Emil, Hmm. c'est clairement le système D, quoi. Ah, Mais d'accord. si tu veux, c'est juste une facette de ce qui me dérange. Linux est devenu avec Jack D,
toutes les automatisations, même quand tu regardes une Devuan qui est donc débarrassée de système D et compagnie, c'est quand même devenu un gros empilement de couches. Et quand tu veux chercher à comprendre, à savoir comment ça fonctionne, tu es obligé de traverser beaucoup plus de couches. Avec OpenBSD ou FreeBSD, ben, tu regardes 3 man pages et puis tu sais quoi. Ok, C'est d'accord. pas tellement bloatware. Ok, ouais, ça se tient. C'est vrai que bon, bah, moi j'ai plus l'habitude des distributions standards, genre Debian. Et c'est vrai que c'est uniquement pour des raisons pratiques, mais c'est vrai que bah, mettre les doigts dedans, c'est tout de suite un bordel, finalement. Ouais. Bah, installer un système, démarre, une console, tu fais un PS AUX pour voir les process, et t'as un people pas possible en mémoire, quoi. Tu Eh fais la oui. même chose sur un OpenBSD que tu viens d'installer, je crois qu'il va y avoir 7 process utilisateurs, et puis voilà, quoi. Et le jour où on voit une machine avec 7 process utilisateurs sous Linux, c'est vraiment que la personne a décidé de faire le Faire ménage. le ouais. Et ce qui est triste quand t'as une certaine expérience en termes d'années, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. D'accord, c'était galère d'installer il fallait des fois recompiler des trucs pour avoir ne serait-ce un serveur X en 1024 par 768. Le son marchait pas, il fallait bidouiller des trucs, mais c'était encore maîtrisable à l'échelle humaine. Là, t'installes une Ubuntu, je mets au défi n'importe quelle personne avec le niveau technique que moi j'avais à l'époque, de comprendre la pile en entier, quoi. Ouais, et puis en plus, ils ont. Moi, je parle en particulier d'Ubuntu, ils ont des choix techniques qui vraiment montrent que leur priorité, c'est pas de garder un système léger et utilisable Je légèrement, pense quoi. que c'est un problème universel et c'est pas des choix techniques Ah ouais? qui impliquent ça. Non, je pense que plus tu essayes de faire simple pour l'utilisateur final, plus tu compliques le système. Et tu peux pas y échapper. Ah ouais. Ouais, d'où l'utilisation de Snapd massivement dans Ubuntu et tout ça, quoi. Voilà, plus tu essayes de simplifier pour les gens, euh, plus c'est compliqué. Fais le pendant avec les téléphones portables. Mais oui. Maintenant, n'importe quel gamin peut prendre un iPhone ou un téléphone sous Android, et puis il saura tout de suite, tiens, les Nikon, je la lance, etc. Compare ça avec un 3310 ou un vieux Nokia, où tu pouvais aussi, tu avais aussi des jeux, des répertoires téléphoniques, mais c'est pas intuitif à utiliser, il faut apprendre pour s'en servir. Et la différence, le gap entre les deux interfaces, bah, c'est ce que tu es obligé de faire techniquement en coulisses, quoi. Et ça complique tout, et ça fait des failles. Oui, en plus, oui. Bah, de toute façon, plus il y a de couches, plus il y a de surface d'attaque, finalement. Donc, Ouais. ok, d'accord, d'accord, très bien. Donc tout ça, c'est à cause des gens, en fait. C'est toujours à Et cause des gens. je suis pas étranger, je suis pas exempt de culpabilité, parce que notre boulot, quand on a commencé Linux Mag, on voulait absolument que tout le monde, c'était Total World Domination, et on voulait que tout le monde utilise et qu'on remplace Windows, etc. C'est bien, on a super gagné. Maintenant, on a remplacé Windows, et ben, on se retrouve avec, je dirais pas les problèmes de Windows, parce qu'on n'a pas le problème du proprio, mais quand tu vois une interface comme Ubuntu super ergonomique, jolie, qui gigote dans tous les sens, ben, c'est lié à la complexité du système. Tu veux revenir à un truc simple, installe un OS où tu as juste un terminal, ce sera Ouais, simple. ça se Et tient. les gens pourront pas s'en servir et ce sera pas populaire. Donc la faute, c'est aux gens. Ça se tient. Ouais, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je sais plus quand exactement, mais j'avais une version de Linux qui tenait sur une disquette. C'était HAL Ouais. 91. Je sais pas si t'as connu ça. Le nom ne dit rien, mais oui, oui, il y avait des, Et et il y avait aussi des Linux que tu pouvais installer sur un système de fichiers DOS. Je crois que ça s'appelait UMS-DOS. ah ouais? Pour pas être obligé de. Oui, tu n'étais pas obligé de repartitionner. Et en fait, il traduisait les formats de fichiers 8.3, donc 8 de nom de fichier et 3 d'extension. Il les traduisait en interne, en non long façon UXT2 à l'époque. Et tu pouvais avoir Linux et tu bootais sur une disquette en utilisant les fichiers qui étaient dans un répertoire Linux sous DOS. Ok. Oh. Ah bah tiens, j'étais pas du tout au courant de ça. Mais ouais, cette version, moi je m'en souviens comme quelque chose ultra simple. Alors forcément, c'était pas utilisable dans un contexte actuel, genre rien que tout ce qui était outils réseau, c'était très limité.
Mais c'est vrai que ça restait étonnamment humain C'est le comme terme, je système. crois. Humain. Ouais, voilà. T'arrives encore une personne seule peut encore comprendre une partie substantielle du système. Ouais, Ça tu l'as avec les BSD encore, hein. FreeBSD, je sais pas combien de temps parce que ça grossit. Là, ces dernières années, FreeBSD grossit à une vitesse phénoménale. c'est vrai qu'on en entend parler un max. Et il y a des tas de projets qui se lancent, enfin, d'après ce que je vois, parce Et que ce je que je l'utilise vois, pas c'est que vraiment. ça fait un peu mauvais présage, etc. Mais comme ils prennent cette direction avec des projets pour faire mieux fonctionner FreeBSD sur des laptops, etc., bah, c'est pareil, tu veux gérer la batterie, tu veux économiser l'énergie, etc. Tu vas racheter des démons, des démons, des démons, des démons. Si tu prends la voie pour simplifier, bah, t'es obligé. En fait, le truc, c'est que t'élimines pas la complexité, tu la déplaces d'un endroit à l'autre. Hmm. Oui, bah oui. Ok. Fort bien. Et est-ce que tu te souviens quand t'as décidé que t'allais faire ce que tu fais? Faire ce que je fais en termes d'écrire des articles et expliquer aux gens, ou en De termes manière de il faut que générale, ça soit dans l'informatique. c'est ouvert à tout finalement, en Je fonction pense que de. l'obsession pour la technologie a commencé tout petit. Tandis, c'était la caverne d'Ali Baba. Ça, je me souviens très bien. Il y avait de la CB, mais il y avait tous ces trucs bizarres, tu sais, de la CB, des antennes, des machins. Ça n'existe plus, ce genre de magasin, hein, Bah d'électronique et oui. de quoi AliExpress en magasin, en fait. Ça n'existe pas. Je crois qu'il y a une boutique Euh, sur Paris, Axe Park, qui a existé pendant quelques. Je ah, sais pas si ça existe encore. Je crois que c'était Holdiland, quelque chose de ce genre-là. Enfin, ils vendaient, peut-être qu'ils vendent toujours, basiquement, ce que tu disais, de l'AliExpress, mais en boutique. Voilà. et donc ça, ouais, j'étais obsédé de savoir. Je démontais mes jouets, ça c'est clair. Ok. Après, il y en a plein, hein, ça c'est typique. C'est comment c'est que ça marche dedans. T'es pas sûr de pouvoir le remonter, mais c'est pas grave. Donc là, l'obsession pour savoir comment ça marche, la curiosité, ça c'était depuis le début. Ensuite, la partie l'informatique, c'est bien. Je pense que c'est arrivé quand j'étais en BEP, quand j'ai commencé à tripoter des PC, parce qu'on utilisait des softs de compta et de gestion sous Hmm. DOS. Et je me suis dit, ah, c'est bien, c'est vaste comme truc, il y a plein. Tu vois, c'est une curiosité sans fin, tu auras toujours des trucs à fouiller dans ce domaine, et je pense que c'est venu comme ça. Après, la partie, entre guillemets, journalistique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un enchaînement de situations qui ont fait que j'ai fini par écrire. Je peux te dire que mon tout premier article que j'ai écrit, c'était une horreur, quoi. C'était un petit encart à propos de RSA. J'expliquais. Alors t'imagines un quart de page de texte où tu expliques ce qu'est RSA. Ah oui, ça devait pas C'est- aller très très loin, quoi. Ah mais c'était n'importe quoi, hein. Je veux dire, on a fait le stock il n'y a pas longtemps, on a retrouvé des vieux magazines de Diamond quand on a dépilé des vieux cartons, etc. Ouais, c'était. Ouais, et puis bonjour l'orthographe aussi, hein. Purée. Je Bah, sais pas, ça m'a toujours paru évident, l'informatique. Mais je pense que tu retrouves la même chose dans d'autres domaines. Euh, L'énergie qu'on peut mettre dans un système pour programmer et savoir comment il marche, je pense que l'ébéniste, il a la même énergie vis-à-vis du bois ou des meubles ou des façons de construire un meuble ou ce genre de choses. Ou les cuisiniers avec des recettes de cuisine et ils expérimentent. Je pense que c'est la même logique qui s'applique juste à un autre domaine. ok, ça se tient. Et puis c'est vrai que bon, on a tendance à, surtout avant, à ostraciser un peu les gens qui s'intéressaient à ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est peut-être juste parce que c'était, enfin, tout le monde pouvait pas le faire a priori s'il avait pas une machine devant lui, quoi. Ouais, et tu veux que je te dise un truc? Vas-y. Je trouve que c'était vachement bien. Ouais. T'es C'est ce nostalgique? que j'adorais avec le Commodore 64. Tu l'allumais, c'était instantané, et tu avais un curseur à l'écran. Si t'as pas regardé ce qu'il y a dans le manuel, que t'as pas fait l'effort de comprendre pour pouvoir t'en servir, de savoir quoi taper, tu peux rien faire avec. C'est un peu Il un n'y jeu a de pas de piste. chausse-pied. Ouais, et c'est un défi, un jeu de piste, et la dopamine, elle se mérite. Euh, Maintenant, je veux dire,
Et ça se dégrade au fur et à mesure. Ça fait le vieux schnock là quand même, hein. Ça se dégrade au fur et à mesure du temps. Je me souviens qu'on a fait des hors-séries GIMP où on avait plusieurs articles sur comment enlever les yeux rouges sur une photo. Tout ça, il n'y en a plus besoin, c'est fini, c'est terminé. Le téléphone, il enlève tout seul les yeux rouges. Maintenant, Il on te fait vénère, plus joli, il t'enlève 15 ans, il fait tout. maintenant, on vénère des selfies avec de l'IA. Voilà, oui. Il n'y a même plus les yeux rouges. Donc, mais je trouve que ce côté effort pour avoir le résultat et la dopamine, comment ils appellent ça les Américains? C'est delayed gratification. Mhm. C'est un truc, c'est de moins en moins apparent dans l'informatique et dans Internet. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait plus cette obligation d'apprendre comment ça marche. Bah, puis c'est vrai que du coup, il n'y a plus de gratification. Alors, bon, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a plus de gratification d'être content d'avoir résolu un problème ou même d'avoir fait quelque chose qui, a priori, n'était pas déjà fait, quoi. Ouais. Et puis surtout, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas naturel. Fais la même chose. Prends le pendant. À l'époque, il fallait allumer l'ordinateur et savoir comment ça marche pour pouvoir lancer même un jeu ou un truc comme ça. Par rapport à maintenant, c'est je clique partout. Ah ben ça se lance, j'ai compris et je suis un dieu en informatique. Et tu fais le pendant avec. Tiens, je vais couper du bois avec une tronçonneuse. Si tu t'es pas renseigné avant, que t'as pas l'équipement qu'il faut avec les sécurités et que tu respectes pas la machine et le machin, il va t'arriver un truc, hein. C'est marrant, la tronçonneuse, je crois que on en a parlé dans les précédentes interviews, qui sont pas encore sorties, du coup, mais c'était le même... Ouais, je sais, je les le ai même film. téléchargés en fait. Ah bon, d'accord. Mais ouais, enfin, c'est vrai qu'une tronçonneuse, si tu l'utilises n'importe comment, bah, a priori, tu vas mourir ou te couper une jambe, quoi. Un PC, il a un ordinateur en général. C'est vrai qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses, et peut-être que des fois, ils devraient pas, quoi. Je parle... Bah ouais, et si bon, ça se trouve, le mec, comme il sait pas utiliser correctement son PC, il va se faire pirater, et ça fera partie d'un botnet qui peut-être va couper le courant dans un hôpital, et il y a aussi des gens qui vont mourir. Donc il y a des conséquences à tout, c'est juste... Je me souviens, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, c'est quand j'ai commencé à bricoler. Ah, c'était un mec de chez Pearl, et qui était ébéniste avant, et qui m'avait dit, le jour où t'as plus peur des machines pour le bois, c'est là qu'il va t'arriver un accident. Ah oui, bah, tu crois que t'es un dieu, tu maîtrises tout. Ouais, enfin moi j'ai toujours, que ça soit le poste à souder, la scie circulaire, etc., ça me terrifie, et tant mieux quoi. Que si ouais, tu respectes pas, il va t'arriver un truc. comme les charpentiers. J'ai un pote, il est charpentier, et il me disait que les accidents les plus graves, c'était les gens avec le plus d'ancienneté qui les avaient. Parce que du coup, ils faisaient plus gaffe. Alors que ceux qui venaient d'entrer dans le métier, souvent, bah, ils s'arrangeaient pour rester à peu près en sécurité, quoi. Je crois qu'il y a la même chose, tu sais, c'est les accidents, ils arrivent le plus souvent sur des petits trajets dont les gens ils ont l'habitude. Ah oui, c'est vrai. Genre, j'ai pas besoin de faire gaffe, je connais la route. Sauf que c'est pas dépendant de la route, hein, elle va pas bouger la route, hein. Mais il va t'arriver un imprévu parce que tu crois que t'es en sécurité et voilà quoi. Ok. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait enseigner aux gens avec Internet et l'informatique, que c'est pas si innocent que ça et que c'est pas si facile que ça et que tout ce qu'on fait a des conséquences. Bah ouais, moi je suis tout à fait d'accord. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait un permis Internet, mais à mon avis, il faudrait, maintenant que ça fait partie du monde qu'on connaît, bah, il faudrait former les gens. Leur dire, bon bah voilà, les risques, voilà, vous n'êtes pas obligés d'être des experts, mais au moins, faites gaffe, quoi. Quand il y a un mec qui t'appelle avec un drôle d'accent indien et qui te dit qu'il travaille pour Microsoft alors que t'as un Mac, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être le PDG de Microsoft. Oui, bah oui. Oui. Fort bien. Ok. Et du coup, t'es plutôt thé, café, autre. J'ai longtemps été thé, après Ouais, ça jaunit les dents. c'est vrai. Ensuite, j'ai eu ma période café avec tous les cafés un peu fancy, tu sais, avec la cafetière à piston où Ah tu oui. presses, etc. Et puis, tu as les cafés, le Blue Mountain qui vient de je sais pas où. Je suis passé par cette phase-là et compagnie. Et pathétiquement, maintenant, je bois Là, dans ma tasse, à côté de moi, il y a du café soluble de chez Lidl décaféiné. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est bon? Ça passe. Ok. C'est du soluble, donc c'est. Ouais, non, j'ai pas d'obsession particulière pour une boisson ou une autre. Si longtemps j'ai bu beaucoup de coca, Ah ouais? et ça te bouffe l'estomac le truc en fait.
Ah, j'en ai, hein, j'ai des petites canettes de Coca zéro décaféiné, parce que ça aussi, si je bois maintenant, je sais pas si c'est l'âge ou quoi que ce soit, mais comme j'ai des cycles de sommeil super précis, si tu peux être sûr que si je bois un café à 16 heures, j'ai un mal fou à m'endormir. Donc Ok. c'est décaféiné, y compris pour le Coca. Après, il y a un truc sur le Coca, ça fait tilt tout seul. Tu vas t'arrêter de boire du Coca quand on t'explique, du Coca normal, avec les taux de sucre qu'il y a dedans et ce genre de Ah choses, ouais. c'est du bonbon liquide. C'est littéralement du bonbon liquide. Donc tu devrais pas, comme de la même manière que tu bouffes pas des bonbons toute la journée, il faut pas boire de bonbons liquides toute la journée non plus. Bah ouais, ça paraît évident, mais c'est quand même un peu bon. Alors du coup, Ouais, mais quand on boit tout le temps, c'est plus bon, c'est normal. Il y a plus ouais, ça. d'exception. C'est comme le vin. J'adore un bon verre de vin, mais si t'en bois tous les jours du vin, déjà c'est pas forcément classe pour le foie, mais tu l'apprécies plus en fait. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc du coup, plutôt café finalement. Plutôt café et surtout de l'eau parce que c'est marrant parce que ça j'ai écouté les autres interviews et je crois que je suis pas le seul à boire de l'eau. Ce qui est assez Non. rigolo, c'est de l'image du geek, du nerd, du hacker, ah mais non mais moi de l'eau c'est bien. Bah oui, C'est vrai bah. que sachant qu'en plus on a la chance d'avoir de l'eau, t'as juste à faire trois pas, à aller au robinet, t'ouvres et t'as de l'eau que tu peux boire. Les gens oublient que dans certains pays, tu vas en Chine par exemple, tu fais pas ça. Hein. Eh oui. Tu bois de l'eau du robinet, t'es à l'hôpital. Hein. Et en plus, c'est ultra sain. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un vice caché ou je sais pas quoi, non, c'est juste de l'eau, quoi. Moi, je suis de cet avis, je dois dire que je bois énormément d'eau. Et je suis toujours un peu déçu quand on me dit ah ouais, bah pourquoi ça va pas. Tu préférerais pas une bière. Bah non, de l'eau, j'aime bien l'eau. Après, sauf erreur de ma part, je crois que biologiquement, on est fait pour boire de l'eau. Alors, il faudrait vérifier cette information parce que c'est peut-être un article écrit en Ouais, IA qui le dit, mais ouais, ou alors c'est un truc de complotistes qui sont anti-coca et ouais. Et il faut vérifier. c'est vrai. Et je crois qu'on devrait peut-être même arroser les plantes avec. Ah, tiens, ça me fait penser à un excellent film. Tu l'as vu, Idiocratie? Ouais, c'est à ça que je faisais référence Ouais, bah ouais, justement. voilà, et qui arrose les plantes avec du Gatorade. Après, bon, Idiocratie, c'est plus un film, hein. Un documentaire maintenant. Hein. Bah, et puis bon, bah effectivement, c'est romancé, mais dans les faits, oui, je crois on y est clairement. Je sais pas quel âge t'as, mais si ça se trouve, on est juste des vieux cons. Hein. Peut-être. Bah alors, j'ai bientôt 36 ans. Du Ah coup, non, mais t'es super jeune, toi. Moi, j'ai 51. bah ouais, mais il y a de plus en plus de vieux cons, de plus en plus jeunes. Alors du coup, t'as Ouais, 51? bah ça va se... Ok. Eh Ouais. bah tu les fais pas. Ah, ok, c'est cool, merci. Attends, et si je me rase, je suis encore plus jeune. Hein. Bon bah là, on ne voit pas dans l'interview, mais enfin le chanteur de Meshuggah te ressemble de plus en plus. Je sais pas si tu connais Meshuggah. Du tout. Bon, c'est un groupe de métal suédois, si je dis pas de bêtises. Et à plus il vieillit, à plus il te ressemble. La barbe, les cheveux et Hein. tout, voilà. Ouais, j'aime bien parce que moi j'aime bien les pays nordiques, etc. J'étais un grand grand fan de Nightwish pendant un bout de temps. D'accord. Et c'est dommage parce que le groupe n'existe plus. Je sais pas, tu connais Oui, Nightwish? oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, Ils ont changé la chanteuse il y a quelques années. Écoute, peut-être. Je suis pas trop leur Et, actualité, et, mais et c'est comme d'autres trucs, tu sais, t'es fan d'un groupe, etc. Ils changent un truc, et surtout que ça s'est mal passé la manière dont ils s'y sont pris pour dégager la chanteuse. bon. Et, euh, et puis voilà, le groupe n'existe plus, et puis point barre, quoi. C'est pareil, il n'y a que trois Star Wars, hein, il n'y en a pas d'autres. Ok, donc l'avis Et très il y a eu. péremptoire sur la culture au sens Ah large. ouais, mais je suis un radical là-dessus, c'est phénoménal. C'est pareil, il y a un truc que mes collègues ils savent. Une fois, on était, avant qu'on soit en télétravail, il y a une de mes collègues qui m'a dit ah, regarde, j'ai fait un tiramisu aux framboises. Non, non, Ah bah. si tu mets des framboises dedans, c'est plus un tiramisu. Ça Eh bah, tu sais quoi? n'existe pas le tiramisu aux framboises. C'est un tiramisu ou un truc qui ressemble à un tiramisu avec des framboises. C'est un gâteau aux framboises, finalement. Voilà. Moi, il m'est arrivé. Alors, c'est un. Ça m'a vraiment touché dans ma chair, ce qui m'est arrivé. En fait, un jour, ma cousine, elle me dit ah bah tiens, viens manger à la maison, on va manger des lasagnes. Bon, les lasagnes, j'adore ça, pas de problème. Je me dis, même si c'est raté, ça peut pas être mauvais, pas de souci. Et en fait, j'arrive et tout, on se met à table, et en fait, elle avait fait des lasagnes, mais aux légumes. Et du coup, je suis persuadé que c'était probablement super bon, mais le simple fait
d'avoir des lasagnes aux légumes. Je me suis dit, mais attends, c'est pas des lasagnes, elle est en train de m'arnaquer. Je me suis fait fourvoyer tout cet après-midi, j'ai saliné pour des lasagnes, et puis du coup, voilà. C'est les lasagnes, il faut de la viande, il faut la sauce, il faut la béchamel. Ah, il faut tout. C'est tout un rituel. Sinon, c'est pas des lasagnes. Mais tu sais que c'est pas juste les particuliers qui font ça. En Alsace, on a eu le truc. Il y a un type qui a inventé le Kuglopf aux escargots. Ouais. Oh, Non, mais ah non, bah, non, non, non. Non, t'enlèves ce nom tout de suite. C'est pas, t'as fait un truc à base de machin, ou c'est une préparation ressemblant à, mais non. Tu sais, si on s'embête à donner des noms aux choses, c'est, y a pas de, moi j'appelle ça comme ça. Non, 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 ça, c'est la base de la connaissance, c'est d'attribuer des noms et des qualificatifs aux choses. Si tu commences à jouer avec les termes et les définitions, il y a tout qui fout le camp, hein. Là, ça fait vraiment vieux con. alors c'est vrai, mais en tout cas en ce qui concerne la bouffe, moi je pense que c'est tout à fait valable. Parce que du coup, enfin, Après, ça annule pas, hein. non, Des oui, une préparation inspirée des lasagnes avec des légumes, c'est pas forcément mauvais, etc. T'as juste pas le droit d'appeler ça des lasagnes, c'est tout. bah puis c'est pas compliqué de trouver un autre mot. Tu sais, tu pourrais appeler genre des lasouilles ou des lasugnes, pourquoi pas. Et comme ça, Ouais, il y a pas d'ambiguïté. C'est pas des lasagnes, voilà. des végésignes. Des lasagnes. Ouais, ça fait un peu vitamine pour le matin, ça. Je sais pas si c'est très. Ouais, ou une préparation pour une maladie un peu glauque. Ouais. Ok, d'accord. Alors, si tu le veux bien, on va commencer une série de questions. C'est les questions de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10. Alors, je te donne un mot, En une décimale petite ou en phrase, hexa? en décimale. Sinon, ça fait pas beaucoup de choix dans la note. Donc, du coup, voilà, il y a une série de questions, c'est une petite phrase, et le but, c'est de réagir le plus vite possible, en tout cas, sans y réfléchir de trop, et donner une note. Alors, Ok, sur une échelle de 0 à 10, les écrans cathodiques. vite. D'accord, ok. Est-ce que le fait que ce soit des accélérateurs de particules, ça rentre en ligne de compte ou pas? Il y a ça, il y a déjà, quand tu sais comment ça marche, je trouve ça phénoménal, hein. C'est des Eh oui. canons à électrons. Bon, après, on se prend une partie des radiations dans la tronche aussi. Mais ça, non, il y a un côté chaleureux. C'est comme la différence entre un radiateur électrique et une cheminée, tu Exactement. vois. Il y a, et surtout, alors moi, mes préférés, bien sûr, tu as le vert, ça c'est le classique, mais mon préféré, c'est les écrans ambre. Le orange foncé comme ça, je trouve ça magnifique. J'adorerais en retrouver un. VGA, non, c'était quoi? C'était EGA à l'époque. Ça coûte, ça coûte une blinde, quoi. Mais oui, et moi c'est exactement pareil. J'adore les écrans monochromes, et en particulier les écrans ambre ou orange. Je trouve qu'ils ont une classe de fou. Ils sont faciles à lire, et c'est un peu dommage qu'on puisse plus en C'est retrouver. chaleureux comme affichage. Oui, Ben, c'est pas pour rien, je crois qu'il y a un émulateur de terminal, je me souviens jamais son nom, qui est basé sur OpenGL et qui fait ce genre d'effet en fait. oui, Donc oui. tu peux avoir tous tes terminaux qui sont comme ça. Ah, j'aurais pas le nom non plus, mais oui, je vois duquel tu parles, effectivement. Le Euh, truc super lourd en plus, il y a une tonne de dépendances. Mais ouais. D'ailleurs, maintenant, ce que tu peux avoir qui se rapproche le plus, c'est de dégoter un Minitel oui, et en faire un terminal Linux. Mais bon, c'est blanc-bleu comme ça. Et tu verras. Ah, ça, il y a un truc qu'il faut savoir tu vas t'impatienter de vieillir. Toi, à ton âge, tu dois encore entendre quand tu allumes le Minitel, le sifflement. Ça fait i comme ça. absolument. Ouais, bah t'inquiète pas, à 50 ans, tu l'entendras plus. Parce Ok. que t'as toutes les hautes fréquences qui dégagent. Et ça m'a fait bizarre, j'avais fait un article dans un cable sur le Minitel. Ah ouais, mais ça fait du bruit et tout. Ah non, pas vraiment en fait. Et en fait, c'est pas le Minitel qui a changé, hein, c'est mes oreilles. Les avantages de la vieillerie, finalement. Voilà, exactement. Moi, j'ai une dizaine de Minitel chez moi, parce que j'ai tendance à les stocker. Et pour ressentir un peu la vibe, il y en a un que Hein? j'ai peint avec de la peinture acrylique transparente en orange, justement. Du coup, C'est-à-dire que t'as peint le tube? ouais, le vert. Le résultat dégueulasse parce que Ah du coup, ouais, c'est pas. J'aurais c'est dû pas m'y prendre uniforme. autrement, voilà. Mais je perds pas l'idée. Je pense que je vais essayer de trouver la meilleure technique pour le faire. J'ai déjà. Je pense que ça nécessitera peut-être de démonter le Minitel, mais si tu démontes le tube cathodique, il y a les films, tu sais, à coller sur les vitres des voitures.
Et oui, tout à fait, bah, c'est la prochaine chose que je vais essayer. Voilà, j'ai quasiment tout sous la main, et c'est un Minitel Matra, je sais pas si tu vois lesquels c'est, avec le C'est clavier ceux qui peut... avec le glisse qui coulisse, c'est ça? Non, justement, celui-ci, il coulisse pas et il se replie pas non plus. Il est constamment Ah, sorti. en dur. Voilà, Hmm. et donc du coup, ça leur fait une gueule magnifique. Voilà. Sur une échelle de 0 à 10, le C. 10. Ok, très bien. Bon, bah ça va, Juste on est 10, copains, quoi. voilà. Ok, ouais, tu fais du C, de toute façon, j'imagine, enfin, dans Ouais, tes alors, articles. surtout du C, ne serait-ce que pour les microcontrôleurs, etc. Bah, après, je sais qu'on peut faire du micro-Python, mais c'est un truc qui me Oui. fout, mais hors de moi, micro-Python. T'as 128K de flash, pourquoi tu vas bouffer 28K de flash juste pour l'interpréteur? Bah non, Surtout c'est qu'il suffit d'apprendre le C. plus. Bah, Avec lequel tu peux faire plein de conneries, des trucs que tu veux pas, et puis t'apprends, etc. Non, non, le C, c'est... J'aimais pas, tu sais quoi, quand les premiers cours de BTS, ça c'est rigolo aussi. D'ailleurs, si, je sais pas s'il est encore vivant, mais j'espère, le prof s'appelait Claude Bonachera, et on s'était vu avant un club de Commodore 64, dans un patelin en Alsace, on s'était vu, et après je débarque en classe, et je vois le type, le mec, il me regarde de loin, il fait juste un signe de tête comme ça. Et puis bon, c'était phénoménal. Et on avait des cours de C. Et c'était à l'époque où moi je faisais un tout petit peu d'assembleur sur le Commodore 64, mais assembleur à coup de commandes C POC et ah pour oui, mettre des pic valeurs époque. directement en mémoire, PIC et POC, sur le Commodore 64 de ma première copine. Et, euh, et le C me paraissait démesuré. C'est-à-dire qu'on a fait nos premiers cours de C, etc. Et c'était sous DOS avec Turbo C++, et tu faisais des points com, mais ils pesaient mais genre 13 kilos, quoi. Moi, ça me paraissait mais énorme, le Commodore 64, les programmes que tu faisais en assembleur. Si t'arrivais à 1 kilo, c'était déjà un gros programme, quoi. Ça me paraissait, mais quel gâchis, etc. Et ben, j'ai pris le pli et c'est arrivé très rapidement en deux mois de BTS. C'était bon, c'était le langage, hein. Avec un camarade de classe, on s'était fait. On voulait se faire des t-shirts, mais ça s'est fini en papier, euh, en une feuille A4, avec écrit. On avait trouvé tous les mots qui commencent par C, genre sépulture, sémaphore, mais on mettait un C devant, et on avait mis tous les mots, et en dessous il y avait écrit Dieu code en C. Ok. Et bah, moi je suis persuadé que c'est vrai. Et en fait, a priori, tous les outils qu'on utilise à l'heure actuelle, ils sont codés en C. Donc, je pense que c'est, jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai. Après, il y a une partie qui est obsessionnellement réécrite en Rust, Mm. et Rust, si tu... Le truc, je pense que la meilleure manière de résumer mon point de vue sur Rust, c'est j'adorerais adorer Rust. J'aimerais vraiment aimer Rust. Et la syntaxe, non. Je comprends l'intérêt, je comprends la sécurité, je comprends le milieu professionnel, etc. Mais la syntaxe, elle est juste dégueulasse, quoi. Eh oui. Bah, C'est moche. c'est vrai que c'est vraiment pas accueillant, je trouve. Enfin, là où le C, bon, bah, ok, ça peut paraître un peu austère, mais finalement, c'est que de l'organisation de données. Et du coup, le Rust, c'est comme s'il y avait une couche par-dessus qui t'empêchait de faire vraiment ce qui est... Ouais, non, mais je suis un peu d'accord. La syntaxe, c'est... Et Dieu sait, hein, j'ai acheté le bouquin avant de me rendre compte que le bouquin de chez No Starch Press sur Rust, c'est la doc en ligne. C'est littéralement le même texte. Ouais. Là, j'avais un peu les nerfs d'avoir claqué 35 euros dans un bouquin qui est en ligne. Mais bon, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais non, rien à faire, ça passe pas. Après, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit, en fait, soit t'accroches, soit tu détestes. Bah, puis, moi, il y a un truc que j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est l'utilité fondamentale de Rust. Parce que bon, ok, c'est pratique, ok, il y a des garde-fous de sécurité, d'accord, il y a un environnement qui est moderne. Mais je trouve qu'il a pas de sens intrinsèque, comme peuvent l'avoir d'autres langages, genre le C. Bah, il a vraiment... Enfin, il est parfait pour ce à quoi il est utilisé. Pareil pour le JavaScript, par exemple. Bon, voilà, tu veux faire tourner un truc dans le navigateur, le JavaScript, bah, c'est un bon compromis, quoi.
Et il y a plein de langages comme ça. Par exemple, le Python. Bon, je suis pas un grand fan de Python, mais j'en fais à l'occasion. Bah, c'est vrai qu'il a, dans son contexte, il a une utilité, quoi. Ouais, il a une syntaxe un peu pénible. Oui, Pour prototyper, c'est génial. Si tu exactement. fais du C et que tu as déjà essayé de taper dans un port série en C, mais tu pleures, là, effectivement, Python, ouais, module serial, et puis c'est réglé, quoi, j'envoie des données. D'un autre côté, Go arrive bien à ça aussi, hein. Là, Oui. et tu te retrouves avec un binaire. Moi, j'aime bien Go. Des petits trucs, je les fais en Go. Mais moi, en fait, je crois que tout est lié. J'ai toujours cherché une proximité avec le matériel. Mhm. Et le C, c'est juste le bon équilibre. D'accord, tu arrives à faire n'importe quoi avec des pointeurs, à écrire où tu veux, et si tu fais pas gaffe, boum. Mais c'est ce qui te met le plus proche de la machine avant l'assembleur. Ok, ok, ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors moi, pour la petite histoire, à la base, je faisais du... Enfin, à la base, quand j'étais petit, je faisais du Quick Basic. Le Quick Basic permettait de faire de l'assembleur avec Pic et Puck, justement. Donc du Hum. coup, je faisais du mode réel en Quick Basic. Et c'est là que j'ai découvert l'assembleur, mais très vite, j'ai découvert le C après. Et le C, je crois que c'est à cette époque où je me suis dit, oui, bon, en fait, c'est le langage qu'il me faut. Il est bien, il est parfait, il est... Bon, bah, peut-être que je me plante, hein, mais en tout cas... Après, il y en a plein d'autres à essayer. Il y en a un qui me tente assez, mais il faudrait que je prenne le temps, c'est Zig, qui a Zig. l'air, ouais, Ok, d'accord. Ouais, j'en ai déjà qui a entendu pas une parler, mais... syntaxe aussi horrible que Rust. Il faudrait que je m'y hmm. penche sérieusement. Mais je sais déjà que instinctivement, quand je veux faire un truc, je prends le C, quoi. Là, Hmm. en ce moment, je suis en train de jouer avec un bidule NFC qui s'appelle le Caméléon Ultra, Ouais. et il y a un client Python. Et interactif, donc tu le lances, il faut taper des commandes, etc. Mais en fait, ça me plaît pas, je veux m'en servir, du coup, je refais un outil en C, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, la chose la plus potentiellement illégale que tu aies faite. Alors, il y a, on me Alors, c'est sur une retrouvera échelle pas, et de de toute 0 à 10, façon. hein. Ah, ok. Euh, 4, je dirais. 4. D'accord. Ok. Donc, t'es pas un grand génie du crime organisé, quoi. Non, non, en fait, il y avait une laverie pas loin de chez moi, j'avais regardé comment ça marchait, j'avais rajouté quelques euros sur la carte de fidélité, Ok. que j'ai pas vraiment utilisé. Donc c'est pas vraiment du vol, c'est juste que la sécu était faible et qu'on pouvait rajouter des crédits. Et j'en ai pas profité, hein, puisque Hmm. j'ai pas rechargé ma carte avec 100 euros, j'ai fait plein de lessive pour rigoler. Mais bon, oui, effectivement, là on touche à de l'argent, donc ouais, ça peut être problématique. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'article dessus. C'est un des rares trucs sur lesquels j'ai jamais fait d'article, parce que tu peux pas expliquer sans que la personne en face elle ait les éléments pour faire la même chose, voire prendre une autre échelle, prendre les explications de l'article, commander des cartes NFC, des MIFAR classiques, et commencer à faire des fausses cartes, des copies de cartes avec plein de thunes dessus, et les revendre devant une Eh laverie oui. et compagnie. Toi, tu es à l'origine de ça? Non, non. Hmm. Donc là, c'est un des rares trucs sur lesquels j'ai jamais fait d'article. Bah, c'est toujours le problème avec la sécurité, full disclose ou pas. Bon, bah voilà, quand on a un 0D potentiel, est-ce qu'on fait de l'argent avec ou est-ce qu'on fait une CVE? Enfin, bon, c'est toujours un peu le problème, Ouais. quoi. Si des gens Ah, utilisent ah. l'exploit pour faire des bêtises, bon, bah, Mais après, si tu veux faire les choses bien, il faut faire du responsable disclosure, etc. ouais. Commencer à contacter le fabricant du système de gestion de cartes de fidélité, etc., qui n'aura absolument aucune envie de changer son matériel et de faire payer toutes les laveries pour ça. Et surtout que c'est aller au-delà des laveries. Sur ce truc-là, euh, le déclic, j'étais arrivé à lire la carte, le contenu, mais le décodage et l'encodage du crédit, en fait, c'est en voyant une RUM session de Stick, conférence Stick à Rennes, où le mec avait fait 5 minutes ou 10 minutes sur un distributeur de café dans l'université. Et c'était le même système de points Ah, pour le café. Et les mecs avaient retrouvé en 2 temps, 3 mouvements la clé de chiffrement qui se trouvait directement dans le firmware de la machine à café et elle était dans les slides, quoi. ah ouais. Donc, ça, tu vois, ça peut tout de suite. Du coup, c'est pas. Et va savoir si ça se trouve, c'est pour des parkings, il y a encore le même système qui est utilisé, ce genre de choses. Hmm. Donc là, non, ils vont pas changer. C'est comme les. Tu sais, quand tu regardes des trucs comme Defcon, il y a toujours des talks sur
les clés d'accès pour les hôtels. Oui. Et les mecs le disent. Oui, c'est marrant de dire ouais, votre système il est pas sécure, il faudrait changer les cartes. Tu t'imagines la logistique qu'il faut derrière? Changer toutes les cartes, changer toutes les serrures de toutes les chambres, de tous les hôtels. Ah ouais. Bah, C'est plus simple de mettre une affichette dans la chambre en disant ne laissez pas d'affaires personnelles dans la chambre en partant, quoi. puis c'est vrai que même sur des échelles de temps très très longues, des fois, on se rend compte que 10 ans après, il y a encore des systèmes faillibles qui sont utilisés dans des trucs plus ou moins critiques. Et c'est vrai que... Bah, dans le bah, genre critique, j'ai fait une balade il y a pas longtemps, il y a un stade de foot, tu sais, je suis dans une petite ville, hein, c'est 70 000 habitants, mais il y a Mhm. un stade de foot. Tous les matins, je fais ma petite balade. Oh tiens, c'est quoi ce porte-clés par terre? Oh, C'était un porte-clés avec une carte. Bah, moi, dès que je vois un truc qui a la bonne taille qui traîne par terre, je le prends et je le ramène à la maison parce que c'est peut-être une carte sans contact, tu vois. ouais. Et c'en était une. Et apparemment, c'est un truc d'accès à une clinique qui se trouve dans la ville. Hmm. Et ça utilise du MIFAR classique, qui est réputé depuis 13 ans comme étant faible. Même le constructeur NXP dit qu'il ne faut plus utiliser ces cartes. Bah, Et voilà, c'est utilisé dans un contexte médical, apparemment pour quelqu'un du personnel médical. T'imagines si des gens méchants utilisent ce genre de technologie pour se ménager un accès dans l'hôpital, les dégâts qu'ils peuvent causer? ah bah clairement. C'est... Ou même le c'est- POCSAC, qui est utilisé par les pompiers. Je sais pas si... mais ouais, enfin, ça peut vite devenir un problème sans qu'on s'en rende compte. Enfin voilà, il faudrait juste que ça évolue rapidement, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça, quoi. Ah non, mais on est exposé, c'est phénoménal. Ok, sur une échelle de 0 à 10, la nature. Actuellement, 8. Actuellement 8. Ouais, j'adore. En fait, plus j'avance en âge, on va dire. Avant, je m'en foutais complètement de la nature. Ouais, c'est dehors, c'est sale, et en plus, il y a des bactéries, c'est nul. Ça sert à rien. Je préfère rester chez moi devant mon PC. Et bah là, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, moi, tous les matins, je fais ma petite heure de marche. Comme c'est une petite ville, c'est facile, hein. Je fais 10 minutes de marche et je me retrouve au bord du canal et avec un chemin qui passe dans la forêt, etc. Et c'est agréable, c'est là que tu trouves les idées pour les articles et ce genre de choses, où tu butes sur un truc, tu vas faire une petite balade, il y a les feuilles mortes, il y a... Bon, en ce moment c'est l'automne, donc il n'y a pas forcément des bruits d'animaux et ce genre de choses, mais ça te déconnecte du reste. C'est un truc que je pensais pas apprécier, mais là quand tu le fais tous les jours, tu vois la nature qui change et compagnie, ça te donne une notion du temps aussi qui est assez intéressante, que t'as pas quand tu restes enfermé ou dans une ville. Et ouais, bah. Ouais. Mais je me dis souvent que je. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que souvent, comme je dis les choses cash, tu sais, c'est un peu comme Richard Stallman, quand il dit des choses, il pèse bien ses mots et il faut prendre juste les mots, pas une interprétation des mots. Et du coup, je veux dire, je vais peut-être finir comme Ted Kaczynski. Comment ça? Parce- Bah, pas envoyer des paquets piégés à des universitaires et faire sauter des avions, parce que voilà, mais peut-être tout simplement d'ici 15 ans ou un truc comme ça, je serai dans ma cabane avec du Starlink ou un truc comme ça, d'accord? Mais je serai dans ma cabane avec personne autour, je ferai pousser mes légumes et on me foutra la paix, je pourrais faire des trucs dans mon coin, quoi. Isolé, contrairement à Kaczynski, je ne suis pas anti-technologie. Je considère qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose de bien pour la société, parce que c'est pas bien géré. Euh, ouais, mais tu sais, en Alsace, pas loin, il y a la ligne Maginot. J'ai toujours rêvé de m'acheter un morceau de la ligne Maginot Ah et ouais. et d'habiter dans un bunker, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'attire vachement aussi. Je sais pas pourquoi un bunker en particulier. Ouais. Et les bunkers, ou alors ce qu'ils font au Nevada, où t'as des mecs qui achètent d'anciens silos à missiles Ah oui. et qui font leur maison dedans, ouais. Là, ils font genre 45 appartements et ils les louent a priori Non, en non, les cas de vidéos que problème. j'ai vues, les mecs, bah, ils le transforment pour vivre dedans, ils enlèvent la tuyauterie parce qu'il y a énormément de câbles et de tuyaux Oui. dedans, et ils en font un lieu d'habitation. Au Nevada, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas chaud non plus, ils n'ont pas besoin de clim, hein, c'est sous terre, donc... Mais je trouve Oui. ça génial, le côté, ouais, ancienne installation fortifiée, puis il n'y a personne qui vient t'emmerder, hein. Oui, ou alors s'il vient t'emmerder, c'est vraiment que il faut
pas qu'il aille trop loin, quoi, parce que bon, Ouais. on peut vite tomber dedans. Et il faut se préparer à l'éventualité d'une invasion de zombies ou un truc Oui. comme ça. J'ai vu un reportage sur Internet, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Resident Evil. Et le reportage explique le truc super bien, hein. Ouais. Ah, il faut se méfier. Ok, ok. Et alors du coup, sur une échelle de 0 à 10, les animaux de compagnie. C'est compliqué comme question. Oui. J'irais 9. 9. D'accord. 9. Et dans ma tête, quand tu dis animaux de compagnie, c'est chat. Point. Ok. Euh, Et pas 10, parce que des fois, les chats sont pas éternels. Donc oui. il y a une fois sur 10 où ça fait super mal, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Et Et, puis, et puis c'est vrai que bon, bah, si ça se passe dans des conditions correctes, ça va. Et parfois, on est confronté à des trucs qui valent pas forcément le coup d'être vécu, quoi. bah non. Ouais. Après, ce que m'a dit le veto, c'est un de mes chats, Carbone il s'appelait, qui a développé une tumeur à l'estomac, etc. Puis il pouvait pas manger sans qu'il vomisse derrière. Du coup, il perdait énormément de poids. Et Hmm. puis voilà, c'était inopérable. Après, tu peux pousser, mais c'est de l'acharnement. Tu vas commencer à Oui. faire une chimio à un chat, etc. Et ce que m'a dit le veto, c'est grosso modo, oui, mais vous avez été là pour lui. Ah bah ouais. C'est pas comme les chats de dehors, vous avez fait tout ce qu'un humain peut faire pour un chat, donc là, quoi. Bah puis la convalescence chez un animal, ça vient, enfin ça devient vite un inconfort qui vaut peut-être pas le coup, puisque dans le meilleur des cas, si c'est un petit truc genre une patte cassée, bon bah ça vaut le coup, évidemment. Si c'est une maladie ou quelque chose comme ça, bon bah voilà, aller emmerder le chat pour 2 mois de plus, bon, est-ce que vraiment Oui, c'est, voilà, oui, surtout qu'ils ont une notion, ils communiquent pas du tout comme nous, bah oui, etc. Ils ont leur monde à eux, ils sont super résilients par contre, hein, ça ah ouais, c'est par rapport à nous, il nous arrive la moitié de ce qui peut leur arriver à eux, c'est bon, c'est pas la peine, hein. On est super fragile et super nul là-dessus, quoi. Donc, ah non, mais ça, ouais. Donc 9 pas 10 mais s'ils étaient immortels, ce serait 11. ok, d'accord, très bien, bonne réponse. Et, sur une échelle de 0 à 10, Internet. Ah, 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 Eh oui. 5,5. 5,5, et ça, c'est un jugement qui est récent ou est-ce que pas du tout? Non, je pense que je me le traîne depuis. Tu me dirais les Internet des années 2000, je t'aurais dit 8. D'accord. Internet de maintenant, j'ai vite fait le calcul en fait, c'est pas compliqué. Si tout le monde l'utilisait comme nous, euh, techniciens, on s'en sert et pour les raisons qu'on s'en sert, c'est 10. Si c'est pour la manière dont les gens s'en servent et poster des vidéos de gens qui bouffent des pods de lessive ou Oh, d'autres défis débiles, ça c'est 1. Du coup, j'ai fait la moyenne, ça fait 5,5. d'accord, ok, ça se tient. Fort bien. En fait, le truc, je crois que j'avais fait un édito là-dessus. Aux États, c'est pas connu en France. Euh, En 93, euh, les gens appelaient ça le Eternal September. Parce que en Hmm, septembre, la rentrée universitaire aux États-Unis, c'était significatif d'un troupeau de nouveaux gens qui débarquent sur Internet, parce que Internet n'était que à l'université, et à ces nouveaux gens, ces nouveaux étudiants, il fallait leur apprendre la netiquette. eh Genre, oui. tu fais pas des trucs de plus de 78 caractères de large, ta signature, elle doit faire 4 lignes, tu réponds pas au-dessus dans les mails, tu réponds pas au-dessus du texte qu'on t'a envoyé, tu réponds toujours en dessous, et tu dis pas ça, enfin, il y a des règles, etc. Et en 93, avec des trucs comme AOL et ce genre de choses, en fait, c'est devenu éternellement septembre, et on y est depuis, en fait. Parce que tous ces gens, tu regardes à l'époque, oui, il y avait une étiquette, il y avait l'IRC, il y avait les newsgroups, et tu Les te comportais BBS. pas correctement sur les newsgroups et les BBS. Là, tu vois le truc marrant, c'est qu'à l'époque, les années 2000, c'était le début des mails en HTML, et les gens qui envoyaient des mails avec du HTML dedans, mais ils se faisaient mais défoncer, quoi.
Maintenant c'est par défaut, quoi. T'es obligé d'aller dans un menu sur un truc comme Gmail ou ProtonMail. Par défaut, c'est en HTML et t'es obligé de chercher dans un menu pour l'envoyer en mode texte. D'accord, très bien. Et du coup, les mails forcés en HTML, c'est peut-être de ça que parlent les gens qui disent que les mails sont à l'origine des problèmes environnementaux. En fait, peut-être que la seule solution, ce serait d'interdire le HTML dans les mails. Ouais, bah s'il faut interdire des trucs pour sauver la planète, je pense que interdit les politiques. Parce que le principal problème des il faut faire pipi sous la douche et puis il faut effacer ses mails, c'est pas la technologie, hein, c'est le politique qui raconte des conneries. Ok, eh ben écoute, tu crois pas si bien dire, puisque maintenant, tu es le président de ton propre pays. Oh Quelles purée. sont les trois premières mesures que tu prends? J'enlèverais déjà tous les trucs tu sais, sur les paquets de lessive, comme quoi il faut pas le manger. Sur les bidons de Javel, comme quoi il faut pas le boire. Je me suis baladé près du canal, il y a une écluse. Sur l'écluse, il y a une affiche. Attention, ce n'est pas une piscine. Mais t'es con ou quoi? Il y a personne qui saute dans une écluse pour nager, quoi. Donc ça, Si. j'enlèverais. Et là, du coup, les élections auraient un vrai sens. D'accord, ok. Un deuxième truc, je passerais une loi. Après, bon, c'est pas le président qui passe les lois en principe. euh, pour mettre en place le fait que les élus soient redevables sur leurs biens personnels des conneries qu'ils font. Donc le mec, plutôt que d'avoir une retraite dorée, être embauché par une super boîte une fois qu'il a tapé dans la caisse, etc. Non, 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 t'es payé au résultat. Et si les résultats sont pas bons, bah tu rembourses de ta poche. Et c'est d'autant plus logique que c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des gens en dehors de la politique. Exactement. Ah oui. Donc peut-être que ça les ramènerait un peu les pieds sur terre et qui ferait un peu plus gaffe. Après, le problème, c'est que forcément, il y aurait de la corruption. Parce que s'ils peuvent pas gagner du pognon normalement et qu'ils sont censés leur rembourser s'ils font des conneries avec, ils vont trouver d'autres moyens de, de s'arrondir les fins de mois. Du coup, Eh il oui. faudrait mettre en place. Bah, du coup, tu as ta troisième loi, c'est de mettre en place une commission. Quand je dis une commission, c'est les incorruptibles, tu vois. D'accord. Des espèces je sais pas, on pourrait peut-être les génétiquement ingénierer, qui soient absolument incorruptibles. Et ça, ce sont des commissions qui vérifient qu'il n'y a pas de corruption, etc. Ok, t'es en train de décrire un LLM bien prompté finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais que il m'est arrivé de me dire que, bon, pas l'IA là, parce que c'est que des statistiques, mais que si un État était géré entièrement que par des règles logiques et ce genre de choses, bah, ce serait peut-être mieux géré que ça l'est maintenant. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, tout à fait. J'imagine qu'il y a toujours des nuances, mais c'est vrai que, par exemple, les crypto-monnaies, bon, je suis pas du tout un crypto-bro ou je sais pas quoi, mais le concept de faire reposer un système de confiance sur une logique à peu près implacable, moi je dois dire que ça me plaît beaucoup. Alors, après, moi, je suis assez, tu sais, il y a plusieurs, je m'y connais pas énormément en tout ce qui est économie, etc. J'avais juste lu un peu, et il y a un système qui, moi, me plaît bien. Je crois que c'est l'école autrichienne d'économie. Mhm. Tu sais, il y a des écoles parce qu'ils ont des courants et des machins comme ça, qui dit grosso modo que le rôle de l'État, c'est s'occuper de l'infrastructure, faire s'exécuter les lois et défendre le territoire. Donc ça veut dire la police, l'armée et bah, les routes nationales et l'infrastructure nationale. Et c'est tout. Hmm. Rien d'autre. Tu laisses le système faire son truc. Tu mets pas de limitation de ceci ou de cela ou de loi ou de normes ou de choses. Le système normalement devrait s'équilibrer tout seul. D'accord. Malgré la corruption? Bah oui, parce que le mec il va se faire choper à un moment. Normalement, le système il gère tout seul, ouais. Ok, d'accord, très bien. Ok. Après, il faut que tout le monde joue le jeu en même temps. Forcément, si tu as un pays comme ça et les pays d'à côté qui ont un autre système, ça marchera pas bien. Mais normalement, avec la concurrence, je pense qu'avec la concurrence, le système devrait s'équilibrer tout seul. Si quelqu'un est pas assez bon, ou si quelqu'un comme un Amazon veut tout le monopole, il y aura peut-être quelqu'un. Tu sais ce qui s'est passé avec
la conspiration des ampoules aux États-Unis dans les années 50, je crois, ou 40. Oui, le cartel Euh, qui a décidé du temps. Qu'une ampoule, c'était 1000 heures et puis point barre, quoi. Voilà. Il suffit d'un mec qui est un nouveau fabricant d'ampoules qui se dit bah non, moi je vais faire des ampoules qui durent le maximum longtemps, il va péter tout le reste. Mais oui. Ça marche que si l'État ne s'en mêle pas. Parce que ces mecs de ce cartel, ils étaient protégés, ils ont fait du lobbying, etc. Alors que si l'État ne s'occupe que de son job, infrastructure, défense et loi, enfin loi, application des lois, voilà, les méga corporations, etc., tu veux qu'elles reposent sur qui? Les politiques, ils ont plus de pouvoir. Ouais, ok, d'accord. Après, c'est très. Je sais pas, c'est peut-être simpliste comme vision, mais je me dis que enfin, laisser le système fonctionner naturellement, c'est peut-être la meilleure solution. De toute façon, là, c'est toi le président de ton propre pays, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, dans le mien, ce serait une dictature où les gens seraient obligés de faire du C à partir du collège. Il y aura un intérêt pédagogique certain. Qu'est-ce que tu fais Et, des gens qui sont pas assez bons en C? eh ben, On pourrait excellente faire des camps question. où ils sont obligés de travailler ou des trucs comme ça, peut-être. Et on pourrait comme ça créer un truc qui dure 1000 ans. Ah merde, ça a déjà été fait ça. Ça a mal fini, je crois. Après, si t'es le président de ton propre pays, tu peux dire tout ce que tu veux. Voilà. Mais Ok. tu sais que normalement, on devrait pouvoir dire tout ce qu'on veut. Alors moi, j'étais persuadé de ça jusqu'à jusqu'aux réseaux sociaux. Et je suis très attaché à la science et à toutes ces choses-là. Et du coup, je sais pas exactement en quoi, mais maintenant, il y a toute une partie de ça qui me semble plus trop valide. Dans le sens où je voudrais que tout le monde puisse dire tout ce qu'il veut, mais je voudrais qu'il soit obligé moralement à dire des choses dont lui est vraiment persuadé. Mais bon, Ah, donc ça... pas mentir, quoi. Pas mentir, pas tromper, etc. Bah, pas mentir, en tout cas pas consciemment. Ouais. Enfin, moi, je suis assez aussi dans le sens, les gens, ils devraient pouvoir dire ce qu'ils veulent, y compris des énormes conneries. T'as envie de dire que la Terre, elle est plate? Ça, c'est bien. Envie de dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé, alors qu'il y a des tonnes de preuves comme quoi ça a existé, etc. Mais tu sais, c'est du négationnisme, c'est puni par la loi. Eh oui. Et si ces gens peuvent pas le dire, ils vont le garder dans leur tête, ils vont garder leur certitude. S'ils peuvent le dire et se faire remettre en place par d'autres personnes, peut-être qu'ils changeront d'avis ou comprendront qu'ils ont tort. S'ils peuvent pas le dire, ils vont rester entre eux, ils vont se monter le bourrichon, ça va être des lézards extraterrestres qui contrôlent le pays avec des trucs pyramidales, et la terre creuse et la terre plate et compagnie. Euh, Ouais, ça va et il être... n'y a pas, tu vois, il y a pas de demi-mesure. Pourquoi les gens ils auraient le droit de croire au Père Noël, mais ils n'auraient pas le droit de croire à certains trucs que la loi punit? Ok, bon. Euh, Est-ce que t'as un outil préféré? Ça peut être un outil logiciel, ou un marteau, ou autre chose. Si on reste dans le matériel, c'est le truc dont j'ai tout le temps besoin. Oui, c'est une visseuse. Ok. C'est le truc que le plus. Ouais, non. J'allais dire un couteau suisse, mais j'en ai pas en fait. Donc non, je crois que l'outil matériel qui revient le plus. Je pense que là, il faudrait diviser par deux. Il y a l'outil matériel, c'est clair, et effectivement la visseuse, ma très chère et très précieuse visseuse métabo, que j'aime. Alors je sais pas si elle m'entend, elle est à la cave, mais je l'aime. Parce que oui, ça sert tout le temps, quoi. C'est visseuse, perceuse, etc. Et en termes de soft, VI, clairement. Ok, d'accord. J'ai tout le temps, enfin, tout. Les fichiers de config, le code, tout, c'est VI, 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 VI. Ok, très bien. J'ai eu ma période VS Code. C'est joli, il y a des couleurs, ça fait tout automatique, mais c'est n'importe quoi. Moi, je préfère mon VI en fait. Parce que ce que j'ai fait avec VS Code, c'est installer le plugin Vim pour Ah, avoir les mêmes touches de raccourci, les mêmes machins. Et là, tu te dis, mais pourquoi je me trimballe Parce qu'il faut quand même se rendre compte que VS Code, ou VS Codium en l'occurrence, c'est juste un mini navigateur web avec une interface web à l'intérieur, quoi. Mais c'est débile.
Alors que VI en SSH ou dans un screen ou un Tmux, ça marche du feu de Dieu, quoi. Et partout, tout le temps. Ok, ok. Et puis, aussi bien VI que la visseuse, elles ont un point commun. C'est que la visseuse, c'est un objet générique qui fait tourner des trucs. Et VI, c'est un objet générique qui écrit des trucs. Ouais, c'est la généricité des outils qui est... Ah, après, si tu veux pousser ça à l'extrême, il y a Emacs. Mais tu sais, ça, Hmm. c'est l'école quand tu commences, c'est VI ou Emacs. Et c'est Alan Cox qui avait dit que non, mais j'ai pas besoin d'Emacs, j'ai déjà un système d'exploitation. Ok, ça c'est. Bah, moi personnellement, j'ai jamais rien compris à Emacs. J'ai essayé parce que, à une époque lointaine, j'étais fan de Stallman. Du Ouais. coup, j'ai voulu regarder comment ça se passait et j'ai rien compris. Voilà. Ouais, moi aussi, j'avais essayé Emacs pour les mêmes raisons. Parce que voilà, tonton Stallman, c'est le mec qui avait tout changé. Puis voilà. Après, tu te rends compte qu'il il y a des gens avant lui qui ont tout changé, dont un certain Dennis Ritchie, quelque chose. C'est comme le Silmarion, tu sais, c'est Ken Thompson, Dennis Ritchie, Bill Joyce, c'est les mecs qui étaient là avant que le monde existe, quand tout était encore nébuleux, etc. Ils C'est ont les grands anciens. posé. Voilà, c'est ça, ouais. Les Asgard. Hmm. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Et là, il y a quoi sur ton bureau? Mon Dieu. Alors, de gauche à droite, une boîte de coca zéro sans caféine, une tasse, un paquet de mouchoirs, un caméléon, un Proxmark, un deuxième caméléon, une gomme, une carte ESP32, une deuxième carte ESP32, des GAL, tu sais, des circuits programmables logiques, qu'il Ouais, faut ouais. que je fasse un article dessus depuis perpète. Il y a des tickets de transport en commun de bus NFC que je veux savoir comment ça marche, une sonde JTAG, deux convertisseurs USB série, le liquide pour la cigarette électronique, un labello, un pot avec des crayons, plein de tags NFC, et souris, clavier, lecteur smart card, une deuxième gomme, un élastique, des cure-dents, et deux autres caméléons ultra. Et un cahier dans lequel j'avais noté des trucs. Ok, alors je suis étonné de voir autant de Caméléon Ultra et si peu de Proxmark, finalement. Un Proxmark suffit, j'en ai un autre chinois, tu sais, parce que le vrai Proxmark coûte quand même dans Oui. les 200 euros. Les Proxmark chinois, t'en trouves à 30 euros. Bah, le Caméléon Ultra, c'est pareil. J'adore les mecs de Lab 401. Je trouve que pour une boîte française et lyonnaise, ils se sont quand même bien installés sur le marché et ils ont toujours les deals qui vont bien, etc. Par contre, les originaux, c'est super cher. Je crois un caméléon, c'est 79 euros. Tous les autres caméléons, c'est des clones chinois. Alors, c'est pas du tout la même finition, hein. Mais voilà, sur AliExpress, c'est 16 euros, quoi. Eh oui. Bah Donc, comme je me suis puis... amusé avec le firmware, si j'en pourris un, euh, Très bien, très bien, très bien. et puis tu te doutes, pas du coup, qu'il y a un article en préparation sur le caméléon, quoi. D'accord. Forcément. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que t'es un gros consommateur de YouTube ou de Ouais. contenu vidéo t'as des chaînes Alors, à préférer, ouais, des et il y a chaînes... une raison pour laquelle c'est surtout YouTube. C'est parce que je crois que ça fait depuis 2000. J'ai divorcé quand? 2005. Donc depuis 2006, j'ai plus de télé. D'accord. Et pour une raison très simple, c'était après le divorce, j'avais mon appart à moi, les gosses, je les avais que en garde alternée, c'est le week-end, etc. Mhm. Et les week-ends où j'avais pas les enfants, ben voilà, tu te lèves le dimanche matin. Et bah avec ton café, tu allumes la télé. Comme j'avais acheté le pack avec les chaînes intelligentes, Planète, Voyage, etc., ben tu continues à regarder la télé. Tu regardes un Mhm. reportage sur le Kilimandjaro, c'est rigolo. Ah bah tiens, il est midi maintenant, donc tu manges devant la télé. Puis après, tu continues à regarder la télé, puis d'un coup, tiens, il commence à faire sombre. Là, le soir, tu te rends compte, putain, mais j'ai rien foutu de mon dimanche en fait, du tout. J'ai fait que regarder la télé et j'ai filé la télé à une copine. J'en ai eu marre, elle avait sa télé qui a crevé. Tu veux ma télé? Je te donne ma télé. Je lui ai donné la télé. Et là, tu fais des trucs, que ça soit sur ton PC ou où tu sors, du vélo, du sport, machin. Là, tu fais des trucs parce que t'as pas le choix. T'es pas une patate de canapé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du Et coup, ouais, tout ce que je regarde maintenant, c'est sur le PC, et donc beaucoup de YouTube. d'accord. Bah, puis un truc avec la télé aussi, c'est que on peut pas mettre pause, a priori. Donc du coup, si jamais il y a un truc intéressant, on est obligé de le regarder. Et donc du coup, on est obligé de se taper la pub, etc.
Alors que c'est vrai que sur YouTube ou autre, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'alternative. Bon, bah là, on peut gérer son temps facilement, mettre pause et bon, bah voilà, ça fait 1 heure que je suis dessus, là, on va regarder autre chose, faire autre chose, quoi. Il faut dire que c'est quand même relativement. Il y a des alternatives, hein. J'ai été abonné à Nebula pendant un certain temps, Ouais. qui est aussi une plateforme intéressante, ou Curiosity Stream, Ah oui, aussi. mais qui est sympa. Mais il n'y a pas la même diversité, c'est surtout du gros reportage de 45 minutes. Hmm. Il y a pas le choix, tiens, je vais regarder un truc con, je vais regarder ça. Euh, ouais, c'est vrai que YouTube, il faudrait vraiment une alternative viable à YouTube, ça serait bien. Hmm. J'aime pas du tout les monopoles comme ça, où ils te poussent des trucs que t'as pas envie de voir, où il y a des chaînes qui disparaissent ou qui sont masquées, ça me plaît pas. Mais bon, il y a pas de vraie alternative, malheureusement. Eh oui, et c'est vrai que en général, cette question, je dis YouTube ou PeerTube. Mais c'est vrai que PeerTube, moi j'avais beaucoup d'espérance là-dedans, en me disant ça y est, on va peut-être avoir. Et puis bah, dans les faits, c'est vrai que bah, aussi bien toutes les plateformes comme Curiosity Stream, etc., je trouve qu'elles ont un problème, c'est que du coup, ça multiplie les petits abonnements. Et ça, c'est un truc, moi, ça me rend fou. Et d'un autre côté, c'est vrai que certains créateurs ont quand même des frais enfin, je veux dire, ça peut pas se faire forcément gratuitement. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que pour le moment, YouTube, c'est un peu les seuls qui ont un credo qui fonctionne à peu près. Après, en étant connecté et en ayant trié tes chaînes, en mettant des likes, etc., ça marche bien. Si tu Oui, veux te faire peur un jour, tu te connectes à YouTube sans ton compte pour voir ce qu'il y a. ah ouais, ouais, c'est Là, vrai. c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. C'est une angoisse sans nom. Oui, non, c'est vrai que, effectivement, il faut partir du principe que l'algorithme nous a déjà compris un peu, quoi. Voilà, et puis t'as tes chaînes préférées, t'as tes abonnements, etc. Je regarde plus, c'est rare quand je tombe sur une chaîne que je découvre, parce que au bout d'un certain temps, t'as fait le tour. Enfin, t'as fait le Hmm. tour. T'as tes préférés que tu regardes tout le temps, quoi. Bah ouais. Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que t'es quelqu'un qui fait des collections? Est-ce que tu collectionnes les choses? Hmm, non, non, pas vraiment. Pas vraiment ou... J'aime pas jeter des trucs, j'ai des bouquins, mais je vais jamais avoir tous les Yoko Tsuno si tous les FMUR, Génie des Alpas, je les ai tous, mais il en a pas beaucoup. Mais je collectionne pas. J'ai failli faire la connerie, celui-là il me le faut, c'est genre Pokémon, machin, avec les Lego. Il y a Yann Guidon qui écrit souvent dans Linux Mag, on a commencé à parler de train électrique. Il m'a dit non, 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 fous pas ton nez là-dedans. Tu t'en sors pas après et ça coûte une blinde, quoi. Donc non, pas de train électrique. De toute façon, avec les chats, les trains électriques, je suis pas sûr que ça ferait un peu Godzilla contre Tokyo, tu vois. Donc non, non. J'aimerais bien, mais tu sais, je crois que tout le monde a ses limites. Euh, Si je gagnais le loto, par exemple, j'aurais envie d'avoir tous les Apple II possibles, tous les Commodore 64 qui sont Ah, sortis, des machines de malades, tu sais, il y a une boîte qui s'appelle Raptor Computing. C'est les seuls Power PC qui existent encore avec en plus avec énormément d'open source dedans. hmm. Mais c'est des gros Power PC, quoi, hein. Des Power 9 monstrueux. Mais j'ai fait cette connerie avec des équipements de cuisine. Je me suis acheté un Kenwood à quasiment 2 000 euros, tu sais, machin. Parce que ouais, je vais faire des macarons, je vais faire ça. Et tu t'en sers pas vraiment à la hauteur de son prix. Et toutes ces machines, d'accord, j'ai un Next. Ça, celui-là, c'était une affaire et je suis content. Ouais. Une Next Station. Mais non, c'est quand tu as envie de collectionner. Et après, tu te rends compte que ça fait surtout prendre de la place et t'en profites pas. Ouais, c'est vrai. Comme les gens qui collectionnent des jouets ou des figurines, mais est-ce qu'ils jouent avec? Les gens qui achètent des Lego juste pour avoir la boîte, qui ne font pas le Lego, tu vois. Non, il y a ce petit côté euh, collectionneur, mais l'excuse du tiens, ça vaudra cher plus tard. En Lego, il y a eu une édition spéciale Doctor Who. J'en ai acheté 2 boîtes. Une pour monter, assembler la boîte Lego, et j'en ai gardé une parce que c'était une édition limitée. Et je me dis que peut-être je pourrais la revendre plus tard sur eBay.
Mais quelque part dans ma tête, je sais très bien que je la revendrai pas. C'est pas vrai. C'est comme le fantasme de tous les gens qui sont dans l'informatique. Non, mais chérie, je suis obligé de garder les machines parce qu'un jour je ferai un musée. Tu le sais très bien que tu feras pas de musée. Arrête. Ouais, bah puis c'est vrai que c'est vrai que ça c'est moi je me considère pas comme collectionneur non plus, mais j'avoue que dès que je vois une bonne occasion sur une vieille machine et quelque chose qui m'intéresse vraiment, eh ben je suis désolé, mais bon voilà, c'est mon petit. Alors du coup c'est pas C'est une quand vraie même, collection quoi. c'est quand même quelqu'un qui a 10 Minitel qui dit ça, quoi. T'es pas collectionneur. Alors Ok. attends, les Minitel, c'est différent. C'est d'un point de vue technique que c'est intéressant d'en avoir plusieurs, parce que les Minitel, voilà, non bon. Oui, mais c'est pour les pièces. Parce que Oui, t'as besoin, s'il y en a 9 sur les 10 qui cassent, en fait, t'as les pièces des 9 qui peuvent réparer le dixième. bah puis en ce Bah, moment, t'inquiète pas, des excuses, on en trouvera toujours. Hein, ah non, mais en ce moment, je suis en train de faire une board alternative pour remplacer la carte numérique. Et donc, du coup, forcément, il faut que j'ai de quoi faire mes tests. c'est obligé, Bah y oui. a pas le choix. Ah non, non, c'est. Après, ça dépend aussi de ton environnement personnel. Comment ça? Parce que je vois dans mon entourage, il y a pas mal de gens, il y a un facteur externe qui impacte ce que tu peux acheter ou ce que tu peux pas acheter. Ah oui, Un facteur externe qui habituellement a deux chromosomes identiques, tu vois. d'accord. Très bien. Ça, ça fait 10 ans que j'ai éliminé. Eh ben tiens, C'est... j'ai une anecdote Ouais. de ouf à ce sujet. Dans le genre, un truc qui est pas vraiment une collection, mais où du coup, je suis quand même ouvert, il y a les pins. Je suis pas du tout à mettre des pins, mais genre, j'ai des pins du Ref 39, des pins, voilà. Et du coup, je me balade dans les brocantes, et quand je vois un pins en rapport avec l'informatique, bah du coup, en général, bah j'investis 50 centimes dedans, puis je les mets tous dans ma petite vitrine, enfin bref, voilà. C'est pas vraiment Ouais. une collection. Et ben l'autre Bah jour, si. oui, oui, si on veut, mais disons C'est- que c'est- je recherche pas de pièces particulières, Oui, quoi. voilà, tu vas pas courir après le... Il me faut ce pins C'est ça, d'IBM parce qu'il me le faut, parce que sinon ça va pas. Ouais. exactement. Et l'autre jour, j'étais à une brocante, justement, et je demande au vendeur, ah bah tiens, est-ce que vous avez des pins en rapport avec l'informatique Et juste à côté, il y avait une dame qui me dit, ah bah non, si on avait, je les aurais pris. Je vends les 24 000 chez moi. Et 24 000 pins en rapport avec l'informatique? oui, du coup, j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, alors forcément, elle a des doubles. Forcément, il y en a des, peut-être. Alors, je me suis mis à m'inventer une connaissance de la collection. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, il y a des pins avec des misprints ou des trucs comme ça, peut-être que. Voilà. Et la dame avait 24 000 pins en rapport avec l'informatique. Ça fait peur quand même, parce que tu as dit juste avant que quand tu vois un pins à 50 centimes, à une brocante, elle en a 24 000. Ça veut dire qu'elle a investi minimum 12 000 euros, quoi. À moins que elle puisse, genre, je sais pas moi, trouver des lots à 50 centimes, à droite à gauche, ou que. Je sais pas, Et en peut-être. plus, tu peux pas les mettre, les 24 000. Ah bah, ou alors, tu fais du bruit quand tu marches. Oui. Par Et, contre, moi j'en ai un de pins, donc je suis très content. Je sais même plus d'où il vient. C'est un pins avec un petit beastie. Tu sais, le logo de BSD. oh, Petit ah ouais? démon de BSD. Et je l'ai sur mon béret. Et celui-là, si je le perds, je serais malheureux comme une pierre. Ok, bah je comprends. Moi je crois que mon préféré, c'en est un qui m'a été donné par Jason Street, qui était à Le Hack. Enfin, qui est à Le Ouais. Hack quasiment tous les ans. Et en fait, je voulais filer un Cool Kids Badge. C'est un truc que je vendais là-bas. Et du coup, il m'avait filé un badge, un pins de la Defcon. Genre avec le logo de la Defcon et tout. Et Ah j'avoue ouais, que ça c'est stylé, ça. je suis un peu fier quand même. Parce que c'est pas, non, c'est pas seulement un badge de la Defcon, c'est en plus qui a été donné par Jason Street. Ouais, Donc du coup. ouais, ouais. Mais ça, c'est pas une collection, c'est pas un truc dont tu as besoin, c'est des trucs que tu considères précieux. J'ai Oui, un tour du cou, tu sais, des trucs pour les badges, les lanyards. ouais. J'en ai un d'OpenBSD. Oh, Je me souviens très bien, c'était Florent Zara de LinuxFR. Il l'avait, on était à une Linux Expo. Je l'ai tanné pour qu'il me le donne. Avec le recul, et quand on se croise à Solution,
à l'open source experience ou machin, ça revient sur... Parce que forcément, je le mets à chaque fois que j'ai un badge dans une expo, Ah bah j'ai oui. le tour du cou OpenBSD, chaque fois qu'il me voit, ah ouais, c'est celui que je t'ai donné, ouais. Et ça, c'est... Et machin, et j'ai aussi un poisson, tu sais, un Puffy, Ouais, SSH? un poisson open... Ouais. J'en avais acheté trois, je sais plus du tout, je crois que c'était un EuroBSDCon, un truc comme ça. J'en avais acheté trois. Un pour ma fille, un pour mon fils et un pour moi. Et en fait, bah, mon fils, il l'a toujours dans sa chambre. Moi, je l'ai dans ma chambre. Et ma fille, elle m'a envoyé oh, il y a pas longtemps, elle m'a envoyé une photo. Ah, tu te souviens de ça? Et elle l'a toujours, quoi. Et Non. c'était une édition de une fois. Et après, on m'a dit que c'était super galère pour s'organiser, pour les faire fabriquer en Chine et les faire valider. Et que les mecs n'aient plus jamais eu referont un truc pareil, quoi. C'était trop galère. Et j'ai un. Tu dis, putain, bon, j'en ai pas vraiment trois, mais t'as un morceau d'histoire, quoi. Bah, puis, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais de somatique. Parce que l'informatique, tu sais, c'est très. C'est très. Ça a pas de consistance. Quand on fait de l'informatique, bon, bah, on bricole sur un ordi, donc bon. Et du coup, c'est vrai que tout l'imaginaire qui va avec, bah, si on peut le matérialiser avec une petite peluche, un pins, un truc comme ça, et ben, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression de posséder quelque chose, vraiment, quoi. Il y a une imagerie, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Tu l'as dans le monde BSD, le coup du petit démon, du Puffy, de OpenSSH, etc. Tu l'as encore cette imagerie. Mais je me souviens quand on a commencé Linux Mag, Tux, c'était presque religieux, tu sais. À l'époque, tu n'avais pas les sites du type Spreadshirt et compagnie. Du coup, tu achetais du papier de transfert, tu sais, avec le fer à repasser. Et puis, tu transférais un tux sur. T'avais envie de montrer que sur ta chemise ou ton t-shirt, tu avais un tux. Et puis, euh, et puis, dans les magasins de peluches, tu cherchais un gnou, tu vois, pour que tu aies une peluche gnou comme gnu et tout. Et tout le côté ouais, symbolique, cartoonesque comme ça. Et ça, malheureusement, c'est un peu parti parce que c'est devenu super industrialisé. Je pense pas qu'un mec qui installe des VM, AWS ou ce genre de choses, il va vouloir une peluche Docker, tu vois. Bah, ouais, je pense que peut-être qu'il serait intéressé pour en avoir un, mais ce serait pas pour les mêmes raisons, quoi. Ce serait pas aussi personnel, ou peut-être que si, hein, je vais pas juger. Folklore, c'est ça le terme que je Un cherchais. Il y avait une folklore. espèce de folklore autour du logiciel libre qui malheureusement a disparu. Et tu sais, la nostalgie que j'ai là en disant ça, je l'ai retrouvée en écoutant Linus Torvald, qui a des cheveux tout blancs d'ailleurs maintenant aussi. Au moins, il a des Euh, cheveux. Moi, j'en ai plus. ah, bah moi il m'en reste pas beaucoup. Bon, après je m'en servais pas, donc c'est pas grave. Et t'as Linus qui disait, ah ouais, vous vous souvenez, fut un temps, on disait Total World Domination. Euh, Maintenant, on y est arrivé et la blague, elle est moins drôle. Oh, purée. Et, C'est. quand il le dit en anglais, ah merde, le coup, tu sais, ça te file un coup, mais il a raison, en fait, on a gagné. On Ah a ouais. gagné! Même les gens qui ont des iPhones, dans l'iPhone, la puce de la baseband, etc., qui gère le GSM, il y a un Linux qui tourne dedans. Tous les serveurs sont sous Linux, tu peux pas aller sur Internet sans passer par un routeur Linux, etc. Les box sont... Linux est partout, on a gagné. Mais, et merde, on a gagné, quoi. C'est con, hein. On n'est pas sur le desktop, ça c'était toujours, ça fait 30 ans que Linux, cette année c'est l'année du desktop, ouais ouais bien sûr. Ça sortira en même temps que Duke Nukem Forever, pas de problème, sauf qu'il est sorti Duke Nukem Forever. Eh oui. Non, mais ça viendra. Et Euh, bientôt tout le monde passera à IPv6, ouais ouais. Ah oui, bah alors ça, par contre, c'est pas sûr. Non. Euh, ok, ok. Et du coup, si t'avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? T'es obligé de les dépenser. Bon alors, clairement, je rachète alors la maison des voisins. Ok. En fait c'est une maison accolée, en fait c'est un immeuble coupé en trois. Ah oui. Et pour m'isoler, j'achète celui qui est juste au milieu de l'immeuble, parce que moi je suis un des côtés, juste pour faire une isolation et avoir la paix. Ça, comme ça, parce que même là, j'ai des voisins super cool. Le mec, il fait partie d'un groupe de musique, il est architecte, on a tapé la discute, il est super sympa. Mais ouais, des fois, je les entends faire du bruit et ça me saoule, quoi.
Donc, comme j'adore là où je suis, parce que géographiquement, comme dit, j'ai pas loin pour faire mes balades, etc., je pense que sur le million, je claquerais 300 000 euros pour avoir le morceau du milieu. Et là, tu as les Parisiens qui vont hurler, comment ça, acheter une maison à 300 000 euros? Ouais, ouais, en province, on peut. Hein. En Alsace, même en Alsace. Hein. Alors que c'est cher. Hein. Mm. Et donc là, comme ça, pour m'isoler, les autres voisins à distance, ça, ce serait peut-être quand je serais plus vieux, d'avoir un truc vraiment ouais, paumé, un vieux château, un truc comme ça. Tu sais, où tu un matin, il y a des feuilles mortes et puis tu n'as pas envie de t'habiller pour aller ratisser les feuilles mortes, tu sors à poil, personne va te voir, tu vois. Après, qui dit feuilles mortes dit forcément automne, il fera froid, tu n'auras pas forcément envie de sortir à poil. Faut que je travaille ce point encore. Et avec l'argent qui reste, je pense que je ferai pas dans l'humanitaire. J'ai deux, trois associations qui sont dans le coin qui aident les chats. Il y a Animaux en détresse, par exemple. C'est un peu dans la campagne, etc. C'est une ancienne ferme, je crois, ou une ancienne forge. Mhm. Et il y a des tonnes de chats, je crois qu'il doit y avoir une cinquantaine de chats, etc. Donc lui, je lui ferai un gros chèque, clairement. Et je pense qu'il y a de l'argent qui partirait dans des projets open source que j'aime bien, qui ont encore besoin d'argent parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas IBM ou Intel derrière, ou Red Hat. Mm. Donc ce serait sûrement un gros chèque pour NetBSD, OpenBSD, FreeBSD aussi peut-être, je sais pas. Euh, Anonymement, je ne dirais pas que c'est moi. Et puis D'accord. ensuite, à toutes les associations d'aide aux animaux, surtout aux chats en fait. Ok, très bien, très bien. Excellente Ouais. réponse. Parce qu'en fait, c'est pas assez 1 million, tu sais, pour ah ben je vais le placer, je vais vivre tout le reste de ma vie avec. Ah non, ça suffit pas ça. Je vais faire avancer la recherche sur la fusion nucléaire. Bah ouais, non, c'est pas assez non plus. Hein. Eh ouais. Mais Euh, c'est tout le challenge de la question, parce que 1 million d'euros, bon, bah, c'est une grosse somme, mais a priori, il y a peu de scénarios où ça va euh, vraiment changer la vie, quoi. je te dirais que le commun des mortels va te dire, je vais m'acheter une grosse BM, une Mercedes ou une Ferrari. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est bien, et après t'en fais quoi? Bah ouais. Bah, puis Euh, Surtout, il ça faut faire gagne le pas de plein. Hein. valeur, les voitures. Ouais. Il faut faire le plein, il faut changer les pneus et il faut l'assurance aussi. Et oui. Euh, Bah, puis, bon. moi, je me fais toujours une réflexion, tu sais, c'est ce genre de somme, admettons. Alors, je joue pas spécialement au loto, mais si je gagne au loto, bon, bien sûr, je serais ravi de gagner 100 000 euros, mais si je gagne 100 000 euros au loto, bah, en fait, c'est comme si t'avais perdu au loto. Genre, la seule fois où tu Oui, c'est gagnes, vrai. La seule fois où tu gagnes un tout petit montant, quoi, par rapport bah, à la cagnotte globale. ouais, voilà, tu vas pas cracher dessus, mais bon, c'est pas. Ça fait un Ouais, peu t'es en même temps content d'avoir le pognon, mais en même temps, t'es triste d'avoir que ça. C'est ça, voilà. Et du coup, bah oui, parce qu'il y a peu de Il chances y que tu avait le regagnes 49 derrière. millions et toi, t'as 100 000 perdu. Bah, Mais tu sais que j'ai les jeux comme ça, je déteste ça. Même quand je vais aux courses ou un truc comme ça, tu sais, des fois, ils te donnent des trucs à gratter. oui. Je le donne directement. Alors, on me le donne, je vais pas le refuser parce que c'est pas poli. Et puis, une fois que je l'ai, il y a la personne derrière moi. Excusez-moi, mais vous jouez au jeu, oui? Oui, oui. Puis je lui donne. Bonne journée. Ok, Parce que j'aime pas le côté aléatoire de ce genre de jeu, que ça soit ça, le loto ou quoi que ce soit d'autre. oui. En fait, t'as une majorité de chances d'être déçu. Ah bah, de toute Euh, façon, le jeu, il n'existerait pas si c'était pour faire gagner de l'argent aux gens. Donc, non. bon. Et C'est dans d'ailleurs, Wargame. Dans Wargame, il y a l'ordinateur tu sais, t'as la simulation de trucs nucléaires, de guerre thermonucléaire globale, etc. Il joue oui, aussi oui. au morpion. Et à la fin, il répond que c'est un jeu étrange. Le seul mouvement gagnant, enfin ouais, le seul mouvement, the winning move, quoi. Ouais. Le seule chose gagnante que tu peux faire, c'est de pas jouer. Bah oui. Et en fait, le casino, le loto, c'est exactement ça. La seule manière de vraiment être sûr de gagner, bah tu joues pas. Hein. Ah bah, alors, Ça s'applique des fois aux relations humaines aussi. Hein. bah, disons que mathématiquement, c'est vrai. Si on veut gagner au loto, autant pas jouer. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que si je joue pas une fois de temps en temps, et quand je dis une fois de temps en temps, c'est vraiment de temps en temps, enfin, je suis pas du tout motivé par le fait de jouer au loto, mais si je jouais jamais, ça voudrait dire que consciemment, je m'empêche d'éventuellement avoir la possibilité de gagner. Et donc, du coup des fois, je me force à faire un loto. Mais Moi, je dirais ce que tu fais. Alors, le loto, je crois que c'est une fois.
2 fois par semaine, 1 fois par semaine? Je sais pas, je dirais 2 fois par semaine, mais je suis pas sûr. Bah, tu fais l'équivalent de jouer au loto, mais plutôt que d'acheter le ticket du loto, tu mets les sous dans un bocal. Oui, mais Tu si tu verras joues, qu'au bout de 5 ans, t'auras gagné, hein. mais si tu joues une fois de temps en temps, bah du coup, la balance est pas facile à déterminer. Parce que si tu joues, on va dire 50 fois sur 10 ans, et Hein. que on sait pas comment tu gagnes, ah du coup là c'est rentable. Si tu joues pas du tout, bah, jamais de la vie tu vas gagner. Donc du coup ce sera jamais rentable. Et si tu joues pas, bah du coup tu auras gagné la mise que tu n'auras pas mise dedans, mais tu te seras interdit l'éventuelle possibilité. Ouais, c'est ça, Bah ouais. ouais, Ouais, mais à mon avis, c'est un biais cognitif qui font que des choses comme le casino et le loto, les seuls qui gagnent au loto, c'est les gens du loto, hein. Bah oui, de toute façon. C'est Après, comme les crypto-monnaies, c'est pareil. Tu voilà. veux devenir riche avec les crypto-monnaies, t'en fais une. Boursicote Oui. pas, non. Non, non, c'est pas très efficace comme, comme méthode. Après, techniquement, si tu joues 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y a 6 numéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, tu joues quand même, mais en même temps, tu signifies euh, que tu crois pas, et peut-être que tu as une chance de gagner. Ouais, c'est perché, là. Il y a un petit côté agnostique qui fait croire qu'il y aurait une espèce de conscience dans l'univers pour que, ouais, peut-être. Ah, bah il y a un truc qui s'est rajouté sur mon bureau, il y a un chat en plus maintenant. Ah, je vais dire au chat que tu l'as mis que 9 tout à l'heure. Ok. Par contre, je pense qu'ils s'en foutent qu'ils ont perdu un collègue. Je sais pas, j'ai pas. Tu sais, on prête souvent aux animaux ça s'appelle Des traits, en- ouais, anthropomorphiques. Ouais. Alors qu'ils réfléchissent complètement différemment que nous. Ils ont, bien sûr, quand ils veulent des gratouilles, ils viennent, etc. Hmm. Mais je pense qu'ils fonctionnent autrement. Complètement Ouais. autrement. Je suis pas sûr qu'on leur manque ou un truc comme ça. En fait, tu peux pas comparer ce que nous on fait. Oui, bah C'est des clairement. super potes quand même. Bah, pour le coup, moi j'avais 2 chats, et il y en a un qui est parti assez récemment. Et au début, je pensais que l'autre chat s'en était pas rendu compte. Et c'est venu peut-être une semaine après, où j'ai vu que du coup son comportement avait un peu évolué. Alors comme tu le dis, on peut pas comparer, mais je pense qu'ils s'en rendent compte, et peut-être que ça influe sur leur comportement, ou peut-être que c'est juste moi qui me fais des idées. Après, clairement, parce qu'ils restructurent leur environnement, ils sont très territoriaux, Eh etc. oui. Donc il y a un truc qui a changé dans leur environnement. Ils peuvent aller, bah, je vois avec les deux miens, ils se mettent à des endroits où ils pouvaient pas aller avant parce qu'il y avait Carbone qui était là et qui était pas d'accord. Donc ils restructurent le truc. C'est comme quand ils viennent et puis ils nous considèrent. Tu vois, ah, il me fait un câlin ou il se frotte. Non, il est en train de te dire que tu fais partie de son territoire. Mais Ouais. c'est gratifiant pour toi parce que il te reconnaît comme faisant partie de son monde. Mais de là à mettre un sentiment humain dessus en disant ah il m'aime, c'est pas tout à fait ça. Mais moi je suis très content quand il vient et que le chat en fait fait sa toilette à côté de moi sur le bureau, c'est qu'il est suffisamment en confiance parce que normalement ils font pas ça s'ils sentent la moindre. Il faut qu'ils soient rassurés. Donc je suis pas un danger pour lui et moi ça me gratifie suffisamment de me dire il me considère pas comme une nuisance ou un danger. Je suis pas obligé de coller un sentiment comme il m'aime. C'est c'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que je préfère les animaux aux gens parce qu'au moins ils sont honnêtes quoi. C'est vrai. Non, mais le chat là, il va pas faire semblant d'un truc et puis après vous. Non, non, non. Des fois ils veulent des gratouilles, ils sont tout câlins. Puis d'un coup, il fait semblant de te mordre. Ça veut dire stop parce qu'il a juste envie. Mais il n'y a pas de tromperie. Je te raconte un truc pour avoir quelque chose et après il n'y a pas de côté machiavélique quoi. Et ça chez les humains il y a quoi. Ah oui, clairement. Et il y a un autre avantage, c'est que comme on les comprend pas, enfin qu'on se comprend pas entre espèces, bah, du coup, on a le droit de croire que notre chat il nous aime, même si c'est probablement faux. À mon avis, ils nous aiment, mais c'est pas le même amour que nous on ressent vis-à-vis des choses. Ouais, Ils sont littéralement dans un autre monde. D'ailleurs, ils entendent pas comme nous, ils voient pas comme nous, ils eh détectent oui. des trucs que nous on verra jamais. Donc ils sont dans un autre monde. Mais c'est pour ça qu'on s'aime pas, hein. C'est vrai, très bien. Ok.
Alors, la question d'après, c'était est-ce que t'as déjà acheté un truc uniquement pour le démonter? Mais tu nous as déjà dit que oui. C'est même mon boulot maintenant, donc... Bon, bien, du coup, on va passer à une autre question. Alors, si ton frigo pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Qu'est-ce que dirait mon frigo de moi? C'est tordu comme question, ça. Ah oui, c'est clairement tordu. Il peut pas dire que je stocke de la bouffe que je jette, ça je fais plus. Donc ça c'est bien, j'étais fier de moi, donc il peut pas dire qu'il est rempli pour rien. Je pense qu'il dirait que moi que je suis un obsédé du fromage, ça c'est clair. Parce que Ok. quand il y a plus de fromage dans le frigo, je suis malheureux comme une pierre, quoi. C'est normal. Le fromage, c'est un peu ce qui nous tient en tant que société. Ouais, bon, on est français, hein, c'est comme ça. Eh oui. Donc ouais. Et je pense qu'il dirait c'est normal que j'ai pas de yaourt ou de. Parce que comme j'ai arrêté le sucre depuis un certain temps, parce que passé un certain âge, le poids que tu prends, c'est super difficile à faire partir. Ah oui. Donc tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et enlever, quand je dis sucre, je suis pas au niveau de Emile, par exemple, qui est keto. Je suis pas keto. J'évite juste de yaourt, chocolat, etc. C'est pas nécessaire, on n'est pas censé bouffer ça. Si je veux du sucre, je mange une mandarine ou un truc comme ça. Euh, mais tout ce qui est préparation avec du sucre dedans, ouais, des yaourts et compagnie, j'ai éliminé. Donc je pense que mon frigo peut se poser des questions. Parce que c'est un frigo qui a 20 ans en plus, donc il a beaucoup de. En plus, il te connaît bien, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il a vu toutes les périodes bizarres, y compris la période, tu sais, la fameuse période post-divorce, où, au cas où, je vais quand même garder une bouteille de champagne dans le frigo, quoi. Le truc, mais c'est pathétique, quoi. Et ouais, donc ça, il a connu cette période où j'avais une bouteille de champagne, au cas où il y a quelqu'un qui vient à la maison, que ça puisse faire un peu Don Juan, etc. C'est n'importe quoi, quoi. Ah bah après. Ok, d'accord. On se fait une dernière question? Alors, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Never, ever give up. Ok. C'est n'importe quoi. En fait, parce que ne jamais lâcher prise et insister parce qu'en espérant avoir quelque chose, en particulier avec des paramètres aléatoires, donc pas forcément techniques, mais plus, on va dire, relationnels, que ça soit sentimental ou vis-à-vis des amis et ce genre de choses. Genre, lâche pas prise, never give up. Non, à un moment, tu recalcules la situation, tu re-envisages les paramètres et tu décides si oui ou non ça vaut le coup d'insister. Exactement comme pour du code. Est-ce que je continue à m'enfoncer dans ce terrier, dans le terrier du lapin, sachant que je pourrais très bien rien avoir comme résultat derrière, ou je fais le point, je fais le calcul, ok non ça vaut pas le coup, j'arrête. Et donc le pire conseil qu'on m'ait donné c'est never ever give up, parce que c'est un peu comme la loterie quoi. Ça peut marcher, et si ça marche pas, tu as investi énormément de temps et d'énergie, alors que si tu avais raisonnablement réfléchi à la situation, tu aurais vu l'issue à l'avance, quoi. Ok, d'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. De rien. Et voilà, Longint, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à Le Finnois d'avoir participé. C'était super cool. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un like, à faire tout ce que vous voulez qui soit bon pour le référencement, parce que c'est super cool. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Longint.